الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السيدات والسادة الأفاضل، أهلا وسهلا وألف مرحبا بكم معنا من هنا ومن هناك عبر الأثير في هذا اللقاء التواصلي المنظم من طرف الكونفدرالية الوطنية للسياحة. التماثل في الاهتمام موضوع ذو الأهمية البالغة في المنظومة السياحية. بوجود خبراء سنتطرق بعضنا بعض إلى عدة نقط لكي نستفسر الأمور بجدية وبكل ذكاء جماعي. نتمنى إن شاء الله أن نقضي أوقات كلها استفادة لأجل نهوض بالقطاع السياحي لأعلى المستويات. لنتوكل على الله والله ولي التوفيق. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quel réel plaisir de vous retrouver toutes et tous via Zoom pour signifier dans le fait et dans le geste le lancement du cycle de conférences webinaires automne-hiver 2024-2025 by la Confédération nationale du tourisme. Notre premier rendez-vous de ce soir traite une thématique qui nous interpelle à plus d'un titre. Nous avons la chance, l'honneur, le privilège et le plaisir d'avoir avec nous des intervenants engagés qui vont nous entretenir 90 minutes durant de la symétrie des attentions et son importance, ainsi que les enjeux dans le secteur de l'hospitalité en particulier et du tourisme en général. La Confédération nationale du tourisme, Académie, nous donne cette occasion pour aborder des sujets de premier ordre, mais aussi pour créer et perpétuer le débat essentiel pour que nous puissions avancer ensemble. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le programme d'aujourd'hui est chargé. Nous allons essayer d'être courts, clairs et concis et d'aller droit vers l'intérêt et l'importance de cette thématique. Comme le veut la coutume des webinaires, nous allons commencer par 2 allocutions d'ouverture. Nous procéderons tout de suite après aux échanges entre intervenants et bien sûr, nous vous donnerons la parole, chère audience, qui nous fait confiance de nous rejoindre au fur et à mesure. Je vous demanderai, pour des questions d'organisation et de logistique, de bien vouloir transmettre vos questions à travers le chat et nous y répondrons de la façon la plus transparente possible. Premier moment fort de notre webinaire du 28 novembre 2024 via Zoom. Je donne la parole à c'est Hamid Ben Tahar, le président de la Confédération nationale du tourisme. C'est Hamid, à vous la parole. Merci, Simi Ahmed. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté donc l'invitation et d'avoir répondu présent aussi nombreux. Je vois qu'il y a il y a du monde et ça fait chaud au cœur parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui me tient à cœur et je voudrais, avant, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je voudrais d'abord remercier Jean-Jacques Gressier, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Et je suis là surtout pour écouter, pour apprendre aussi, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense comme à beaucoup de professionnels du tourisme, nous avons tous une conviction qui est celle voilà, de l'importance de l'expérience
client, mais que le levier principal pour améliorer l'expérience client, c'est de s'occuper de ceux qui font cette expérience client et notamment les collaborateurs, et que ce levier étant le levier le plus important et incontournable pour une performance durable. Donc voilà une thématique, je pense, qui arrive à point. Notre pays s'apprête à accueillir des grands rendez-vous internationaux. Le Maroc devient de plus en plus une, une terre de rencontres mondiales et les professionnels du tourisme donc, font tous les jours beaucoup d'efforts pour continuer à faire briller l'hospitalité marocaine partout dans le monde. Et c'est important de prendre le temps de revisiter ces concepts managériaux qui ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, je suis persuadé que, comme moi, vous allez prendre beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter tous les intervenants nous parler de cette symétrie des attentions. Je connais déjà pas mal de professionnels qui participent à ce webinaire, qui tous les jours pratiquent cette symétrie des attentions, chacun à sa manière, mais c'est bien d'avoir l'expert qui l'a poussé le plus loin possible avec nous aujourd'hui, qui l'a développé depuis des années, qui l'a conceptualisé, qui l'a structuré, partagé avec nous voilà, les outils qu'il met à la disposition de l'ensemble des dirigeants, des leaders, pour pouvoir faire vivre cette promesse qui est celle de prendre soin des collaborateurs et ils prendront soin de nos clients et de nos entreprises. Donc, un concept simple finalement, mais à mettre en œuvre, c'est beaucoup plus complexe. Donc, j'ai vu beaucoup de dirigeants dans le tourisme marocain faire vivre aux collaborateurs des expériences clients pour pouvoir leur faire ressentir ce qu'on veut qu'ils fassent ressentir aux clients. On a vu d'autres travailler sur toute l'expérience de l'entrée des collaborateurs jusqu'à toutes les conditions de travail, d'autres le mettre en œuvre dans tous les événements qui font vivre aux clients, les faire vivre en avant-première aux collaborateurs avant. Donc j'ai vu tellement d'initiatives intéressantes qui sont toutes quelque part très inspirantes, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que surtout d'entendre Jean-Jacques Gressier, puis Sophia Mounib, qui est aussi passionnée par ces sujets d'expérience collaborateur, d'expérience client, et qui a une vision très pertinente et une expérience qui mérite d'être plus partagée. Donc voilà, merci à Merci, Président. Mofid et merci à tous les participants et je suis à l'écoute. Merci, Président, de ton intervention. Merci d'être avec nous à chaque fois, malgré l'agenda. Mais comme on dit, il y a Jean-Jacques Gressier, il y a Sophia Mounib, il y a également Nabil Hafad qui va nous faire un clin d'œil entre symétrie des attentions et intelligence artificielle. Nous avons également avec nous Kautsar Manera du Hilton et Dounia Touzani de Royal Mansour Collection qui vont nous donner un petit peu tout cela et comprendre. Mustafa Amalik, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme, un petit mot? Oui, merci beaucoup, c'est Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Je voulais tout d'abord, Sidi Mohamed, te remercier pour toute cette énergie, cette belle énergie que tu as pu déployer pour l'organisation de ce webinaire qui, bien évidemment, je pense, inaugure aujourd'hui la deuxième édition du cycle de webinaire de la CNT. Je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements à nos chers invités et intervenants, bien évidemment, pour leur temps, pour leur générosité à partager leur expérience, leur expertise et savoir-faire au profit, je dirais, des professionnels du secteur. Non, je voulais juste dire également que nous le savons tous, notre secteur du tourisme aujourd'hui se porte bien, pour ne pas dire très bien. Et cela n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail qui a été mené et qui continue à être mené par l'ensemble des professionnels. Et je tiens à remercier bien évidemment le président Hamid Ben Tahar, qui est à la tête justement de la Confédération, qui mène un travail extraordinaire.
Et donc, ces résultats que hier encore, on a vu Madame la ministre parler des chiffres et des records et tout ça, je ne pense pas qu'on est surpris. Il y a peut-être des gens qui seront surpris par les chiffres, mais nous, en tant que professionnels, nous sommes convaincus que ces chiffres ne viennent pas du hasard. Donc, il y a un travail qui a été mené par le développement de l'aérien, par le développement de l'infrastructure, ainsi de suite. Mais il y a un chantier, un grand chantier qui reste bien évidemment à travailler, c'est le chantier de la formation et par conséquent la qualité du service. D'où l'importance de cette thématique et je dirais même que dans notre secteur où l'humain est au centre de toutes les interactions, il est évident que plutôt de reconnaître que la qualité de service offert à nos clients est intrinsèquement, je dirais, liée à l'expérience vécue par nos équipes, je dirais même l'expérience client interne qui sont nos collaborateurs. Je ne cesse de le dire, je pense que dans le management, dans le jeu, on ne parle plus de motivation, on parle plutôt de considération et de reconnaissance. Et je ne pense pas qu'il y ait une thématique mieux que celle-ci. Et je termine juste par cette citation, encore une fois, de Richard Branson qui disait Take care of your staff, they will take care of your business. Donc voilà, je laisse le soin à nos chers invités, Merci. encore une fois, pour développer Merci, davantage. Mustapha, Merci merci. Je beaucoup. retiendrai générosité, je retiendrai il n'y a de richesse que d'homme, je retiendrai motivation, reconnaissance et considération. Merci, Sim Mustafa Amalik, en tant que secrétaire général, d'avoir toujours soutenu les actions que nous menons actuellement. Et j'espère, Inch'Allah, que nous arriverons à bon port. Mustafa Moufid est le président de l'Association marocaine des experts et scientifiques du tourisme, partenaire de la CNT Academy, mais également membre influent dans le cercle des experts, formateurs et dirigeants du tourisme, un cercle que nous avons créé il y a une petite année pour essayer de valoriser et de donner encore plus d'attractivité aux métiers et aux carrières du tourisme. C'est Mustafa Moufid, laquelle kalima. Merci, cher ami. Ravi de faire partie de ce panel d'experts. Ravi aussi de ce partenariat fidèle entre la CNT et la NEST. Je rappelle à toute fin utile que Monsieur le Président de la CNT est membre d'honneur de la NEST. Et donc, à ce titre, il y a une très belle synergie qui se dégage euh, entre les deux institutions. Et on ne peut que s'en réjouir. Je me réjouis du choix de cette thématique cruciale. Elle est vraiment cruciale et elle est traitée à un moment, je reprends les mots de C.A. Melik, où le secteur se porte bien, se porte très bien. Et donc, si le secteur se porte bien, on a tout intérêt à prendre à cœur ce concept de symétrie des attentions, qui est bien sûr au cœur de ce qu'on peut appeler le management par la qualité et le management par la bienveillance. Ce qu'il y a derrière ce concept peut parfois apparaître comme étant des évidences, puisqu'au final, il s'agit de mettre le capital humain au cœur de l'expérience client. Des collaborateurs heureux font des clients satisfaits. Et donc, on a hâte d'écouter aussi bien Monsieur Gressier pour tout l'apport qu'il va, conceptuel, méthodologique, technique, etc., qu'il va certainement nous apporter, enrichir notre connaissance sur ce concept-là. Mais j'attends aussi les témoignages de nos amis professionnels, qui j'espère sera un témoignage sincère, parce que, comme l'a dit Sidem Taha, il est clair que nous constatons des expériences heureuses par-ci, par-là, mais à mon sens, ça reste quand même, je pense, par rapport à l'ensemble des établissements touristiques et hôteliers que nous avons dans le royaume, ça reste quand même des îlots d'excellence. Et donc, on a besoin de parler avec beaucoup de sincérité sur ces thématiques-là, parce que les échéances sont là et le service doit suivre. Le service doit suivre, la motivation des collaborateurs doit suivre, le climat social doit être mieux pris en compte, le turnover doit être un peu mieux maîtrisé, parce que malheureusement,
certains talents nous quittent pour aller vers d'autres secteurs et c'est vraiment regrettable. Et donc, la balle est dans notre camp. Les échéances sont là. Chacun devra faire de son mieux. Il doit y avoir une symbiose, une synergie entre la formation, euh, l'entreprise, les institutions étatiques, euh, tout ça pour la bonne cause. Et je pense que nous sommes dans une conjoncture qui, effectivement, pour nous, nous met dans des défis extraordinaires. Mais quand on veut, on peut. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qui va nous permettre à chacun d'y mettre du sien et donc de l'aller de l'avant, de créer de la valeur, de la valeur, création de valeur dont le secteur a réellement besoin pour réussir ces défis à venir. Merci encore une fois de m'associer, d'associer la MEST à cet Merci, échange. Président. Tu Merci. seras toujours associé parce que tu as le mot, tu as le verbe. Tu as dit la balle est dans notre camp. Je la prends au vol pour la remettre toute chaude au deuxième point fort qui est les échanges entre les intervenants. La thématique d'aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorable audience à travers le Zoom, c'est optimiser l'expérience client et collaborateur dans l'industrie de l'hospitalité, en nous mettant en tête trois éléments importants: culture du service, impact des coûts cachés et performance durable. Je rappelle à notre honorable audience qui veut participer, parce que nous leur accorderons tout à l'heure un quart d'heure, 20 minutes pour un échange, de poser leurs questions à travers le chat pour que nous puissions y répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la façon la plus réelle, la plus rigoureuse et en toute intelligence collective. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, apparu à la fin des années 2000, la symétrie des attentions est un concept managérial qui souligne la qualité des relations entre une entreprise et ses clients et qui est directement lié à celle des relations entre l'entreprise et ses collaborateurs. Monsieur le Président de la Messe l'a dit, plus un collaborateur est épanoui, meilleure sera la relation avec le client. Des valeurs telles que la bienveillance, l'amabilité, la reconnaissance, la qualité du service et la disponibilité sont essentielles. La symétrie des attentions demande, si besoin est, l'existence d'un lien étroit entre la satisfaction des clients et celle des collaborateurs. Le management, vous me l'accorderez, joue un rôle dans cette stratégie, bien que le principe semble simple, comme l'a dit Sir Hamid Ben Tahar, sa mise en œuvre représente un véritable défi. Avec nous, Jean-Jacques Gressier, président de l'Académie du service, cabinet de conseil et de formation. Il fut, dans une autre vie, directeur régional d'à peu près 85 hôtels au sein du groupe Accor, président de l'Académie Accor, co-auteur de plusieurs ouvrages sur la symétrie des attentions, manager, dirigeant, libérez-vous, servir ou disparaître quand l'esprit de service devient une nécessité pour l'entreprise. Jean-Jacques Gressier, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir. Deux questions. Qu'en est-il réellement de cette symétrie des attentions? Quels sont les repères de ce qu'on appelle communément la culture client? Et qu'est-ce qu'on entend par la pyramide des expériences? Je te donne la main pendant les 10 minutes que nous avons convenues pour que tu nous explicites les tenants et les aboutissants de cette première partie. Tu reviendras à la fin du webinaire pour nous traiter ce qu'on a appelé communément, ce que vous appelez le baromètre, mais également les coûts cachés et la performance durable. Merci Jean-Jacques, merci d'avoir accepté d'être avec nous en live de Paris. Je voudrais partager mon écran. On le voit très très Attendez. bien. Tu le mets juste Vous en... voyez? Oui, on voit très très bien. Et est-ce que quand je défile les diapositives, elles défilent pour vous? Pardon? Je n'ai pas l'impression que les diapositives bougent. C'est pour ça que je suis un peu Ah, inquiet. c'est à ton niveau qu'il faut faire bouger. C'est- Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, on le voit très très bien. Et est-ce que les diapositives bougent? Non, la diapositive, la première, c'est celle de l'affiche. Alors, un petit problème de démarrage. Tu Je m'en excuse. redémarres. Non, ne bouge pas. Excusez-moi. Si tu veux que je On mène fait la par main, adresse. je le fais. Non, 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 je vais le faire. Voilà. Tu mets voilà, grand écran. Tu le mets en grand écran, s'il te plaît, pour qu'on ne puisse pas voir le slide d'après. Est-ce que là, ça bouge? Jean-Jacques, Oui, je prends c'est le bon? lead. Vous Je prends voyez le lead. là? Non, je vois, vous voyez bien là? Jean-Jacques, tu me donnes la main? Si tu veux. Voilà, et après, moi avec toi, je vais faire le nécessaire. Commencer à prendre la parole maladroitement avec les diapositives. Vas-y, D'abord, vas-y, je fais une voudrais. petite introduction, le temps que D'abord, je me mets. bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Je suis très très honoré de participer à ce webinaire qui va me permettre effectivement de partager avec vous des convictions qui sont profondes. Je suis très honoré aussi par les introductions qui ont été faites parce que vous êtes déjà porteur de ce concept de la symétrie de l'attention qui me tient à cœur. Ce concept, on l'a formulé en début des années 2000, quand des entreprises qui n'étaient pas concurrentes de Accor nous ont demandé de les aider à installer en leur sein une culture de service. C'est pour ça qu'à l'époque, on a formulé ce concept qui est issu de la culture de groupe. On l'a déposé, on en a fait une marque, et aujourd'hui, on fait beaucoup d'études au travers de ce concept. On va dérouler les slides. On va faire avancer les slides. Donne la main parce que c'est Rita qui gère. Vous pouvez faire bouger les slides, s'il vous plaît? J'ai plus la main, moi je peux pas. Non, 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 non. C'est moi qui ai la main et on avance. Voilà. Voilà. Allez, on va à la première slide sur la symétrie, s'il vous plaît. Voilà, l'autre slide. Voilà, on va démarrer sur la symétrique, mais qui a déjà été tout à fait. Slide suivante, s'il vous plaît. La première. Est-ce qu'on peut avancer? Encore. Comme vous avez vu dans la slide qui vient juste, voilà, la symétrie de l'attention, et ça a été très bien exposé par les personnes qui ont eu la gentillesse et qui m'ont fait l'honneur de faire l'ouverture de ce webinaire. C'est un concept qui dit une chose tout à fait claire, comme montre ce schéma, c'est que la qualité de service d'une organisation, à la qualité qu'elle offre à ses clients, est symétrique de la qualité des relations qu'il y a à l'intérieur de l'organisation. De ce point de vue-là, c'est un concept qui aujourd'hui, quand on l'a déposé au début des années 2000, ce n'était pas accepté. La première fois qu'on s'en est servi pour faire un diagnostic dans une entreprise, on nous a traités de syndicalistes parce qu'on prenait trop attention des collaborateurs. Donc heureusement, les cultures ont évolué depuis. Mais aujourd'hui, la symétrie d'attention est acceptée comme un concept et comme une évidence, comme du bon sens. Et elle fait la relation entre une attente marketing, avoir un meilleur service que ses concurrents, et une attente ressources humaines, avoir des collaborateurs plus engagés que les autres. De ce point de vue-là, tout le monde est d'accord. Mais la symétrie des attentions, elle a une dimension verticale qui fait qu'elle n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, parce qu'elle dit aussi qu'on reproduit les comportements qu'on reçoit. Donc, dès qu'on parle de symétrie des attentions, ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte l'exemplarité. Et la seule façon d'accepter l'exemplarité, c'est d'accepter qu'on n'est pas toujours exemplaire et qu'il nous arrive tous de nous prendre les pieds dans le tapis et qu'on n'est pas toujours aussi bon qu'on voudrait l'être. Donc, c'est en ça que cette démarche, pourtant évidente, n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est pourquoi on la documente au travers différentes dimensions que je vais vous présenter, de façon à aider les entreprises à les installer. Slide suivante. Deuxième point important que je voulais préciser quand on parle de la symétrie des attentions, parce que tout ça, ça permet d'avoir une vraie culture de service en entreprise, c'est quand on parle de culture de service, on parle en fait de 3 cultures. Et ça, c'est important de bien l'avoir en tête. D'abord, on parle de la culture client. Avoir une culture client, c'est quoi? C'est prendre toutes ces décisions au bénéfice du client, mais la décision qu'on prend au bénéfice du client, elle doit aussi valoriser les collaborateurs qui vont servir ce client.
une décision qui serait dévalorisante pour les collaborateurs ne serait pas bien mise en œuvre et donc ne satisferait pas in fine le client. Donc la culture client, c'est ça, c'est satisfaire ses clients, prendre ses clients d'abord, mais en valorisant ses collaborateurs. La culture managériale, c'est faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a un acte de management, on fait grandir ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait un acte de management, mon collaborateur doit être encore meilleur la fois d'après. La symétrie d'attention paraît parfois être un concept un peu humaniste. Il l'est sans doute, parce que je suis très attaché au respect qu'on doit avoir vis-à-vis de toute personne, c'est sacré, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas preuve d'exigence. Donc la culture managériale, c'est une culture qui est faite de bienveillance et d'exigence et qui fait grandir ses collaborateurs. Il y a une culture qui est très souvent oubliée quand les entreprises s'attaquent à ces sujets-là, c'est la culture de la coopération. Car dans une entreprise, effectivement, la culture client, souvent le marketing s'en occupe, la culture managériale des ressources humaines s'en occupe, mais la culture de coopération, personne ne s'en occupe. Et vous savez bien, par exemple, dans les métiers de l'hôtellerie, que si la réception ne s'entend pas avec les étages, que si la cuisine ne s'entend pas avec la salle, les clients sont mal servis. Donc il est important de se dire comment est-ce qu'on va apprendre nos collaborateurs à travailler en interservice. Comment est-ce qu'on va développer par rapport à des organisations qui sont complexes, un hôtel, un restaurant sont des organisations complexes, comment on va avoir un objectif de remplacer cette complexité par de la complicité entre les personnes. Slide suivante. On va aller plus loin, on va des repères, donc on va descendre maintenant. Simon, slide suivante. Les mots-clés d'expérience, pour qu'on soit bien clair. L'expérience client, c'est donc la mémoire émotionnelle que garde le client de ses interactions avec l'entreprise. La culture client, comme je vous l'ai déjà dit, c'est prendre toutes ses décisions au bénéfice du client et en valorisant ses collaborateurs. Le parcours client, c'est toutes les étapes d'un client qui vient pour consommer son service et qu'il faut documenter parce que le service, la qualité de service passe aussi par l'organisation rationnelle des choses. Donc, il faut bien documenter et organiser le parcours de client. Les moments de vérité sont des moments très, très courts de la relation qui sont très importants de réussir parce que c'est là où on va accueillir les émotions du client et on va créer cette qualité de relation qui va enchanter les clients. Les irritants qu'on rencontre parfois nos clients et nos collaborateurs, c'est ce qu'il faut supprimer pour que tout se passe mieux. Et souvent, derrière les irritants, il y a de la complexité. Et la complexité, elle coûte cher. Donc, on a un double intérêt de s'en occuper, c'est qu'on fait des économies et qu'on facilite les choses et qu'on satisfait ses clients. Et l'enchantement, c'est ce qu'il faut viser à chaque fois. Je pense qu'une entreprise dans nos métiers, mais dans tous les métiers de service, ne peut pas réussir si elle ne se dit pas « mes clients doivent être enchantés ». Ce n'est pas simplement bien servi. Il faut être beaucoup plus exigeant que ça. Il faut viser l'enchantement. Slide suivante. La pyramide des expériences, ça revient justement à ça, pas longtemps. La première base, la promesse de base, c'est de remplir son contrat. La sélection de base des besoins du client, on a une qualité, prix, délai. Je vais prendre un exemple. Quand on respecte le contrat de base, le client il va vous dire « oui, je vous ai signé un contrat, mais vous avez pris des engagements, tenez-le, ou alors faites autre chose ». C'est vraiment voilà, la signature, le respect du contrat, mais ça ne provoque pas autre chose que « oui, merci, vous avez fait ce pourquoi je vous ai payé ». C'est juste la dette. C'est ce qu'on appelle parfois la dette. C'est la dette qu'on avait vis-à-vis de nos clients. L'étage supérieur vers lequel il faut aller, c'est rendre service. Donc c'est là dans des situations où il faut commencer à faciliter l'utilisation de la vie du client, réduire les insatisfactions, traiter les réclamations, s'adapter à des demandes particulières. Donc là, le client il va commencer à dire, vous êtes des pros, il y en a d'autres. Donc essayez de me faire gagner du temps, parce que moi je suis aussi un client pressé, malheureusement. Et l'étage auquel il faut arriver, c'est ça que montre la pyramide, c'est qu'il faut aller vers l'expérience mémorable. Et pour que l'expérience soit mémorable, là, il faut être dans le plaisir, il faut être dans l'émotion, il faut être dans la considération, il faut être dans la personnalisation et dans l'innovation. Et là, le client il va vous dire, je veux collaborer avec vous et uniquement avec vous, je vous consacre du temps et je vais vous recommander. Voilà ce que c'est que la pyramide, donc il faut viser l'étage supérieur si on reste en bas de la pyramide. Et il y a la même chose pour les collaborateurs. On parlait, vous avez en introduction, et la symétrie nous fait qu'on doit s'occuper beaucoup des collaborateurs. La promesse de base pour un collaborateur, c'est simplement le respect du contrat, des conditions de travail bienveillantes, une vision claire des évolutions possibles. Ça, le collaborateur, il dit ce que je vis au quotidien est conforme à la promesse que j'ai eue à l'embauche. Mais c'est juste normal. Il n'y a rien de plus que ça à dire. Quand on commence à rendre service, c'est-à-dire à aider son collaborateur dans des situations difficiles, à réduire les irritants qu'il rencontre pour bien faire son métier,
à accepter parfois les aléas qu'il a dans sa vie, à développer ses talents professionnels pour l'aider dans son parcours professionnel, à avoir un management qui le fait grandir. Là, on commence à lui rendre service. On est dans le deuxième étage de la satisfaction des collaborateurs. Et là aussi, il faut aller vers l'expérience mémorable si on veut avoir des collaborateurs plus engagés que les autres. Donc là, il faut être aussi dans le plaisir, dans des relations. Il faut que les relations avec les clients soient aussi source de satisfaction pour les collaborateurs. Il faut qu'il y ait des relations de coopération, dont j'ai déjà un peu parlé, de la convivialité sur le lieu de travail. Les collaborateurs, ils souhaitent aussi participer aux innovations, ils ont des idées. Ils aiment bien travailler pour une entreprise qui est engagée, qui a du sens, et ils veulent avoir un manager inspirant. Et là, effectivement, on a des collaborateurs qui prennent plaisir à faire ce qu'ils font, ils ont plaisir à faire ce qu'ils font, à retrouver leurs collègues, à retrouver les clients. Le sens, leur travail a du sens pour eux et pour la société. Et à ce moment-là, on a des collaborateurs engagés. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la pyramide pour les baby-boomers, c'est-à-dire les gens qui sont un peu comme moi, avec un peu quelques cheveux blancs. Mais quand on regarde pour comprendre les phénomènes générationnels, on peut regarder la slide en dessous, la slide suivante, pour expliquer le propos. Les baby-boomers comme moi, quand j'ai commencé ma carrière, je voulais un salaire. Maintenant, on veut à la fois un salaire et un travail qui ait du sens pour la société dans laquelle on vit. Avant, le baby-boomer, il voulait simplement avoir de la satisfaction au travail. Maintenant, il veut aussi qu'on développe ses compétences en permanence. Avant, on était attentif à avoir une hiérarchie qui nous donnait des ordres clairs. Aujourd'hui, on veut toujours avoir une hiérarchie parce qu'on a toujours besoin d'un cadre. Mais on veut en plus avoir un manager coach, un manager inspirant. Avant, on était content si on avait un entretien annuel avec tout manager qui nous permettait quand même de faire valoir ce qu'on avait réussi et de travailler sur nos progrès futurs. Mais là, on veut de la communication continue avec nos managers qui nous fassent grandir. Avant, dans le management, on avait été plutôt habitué à ce qu'on mette l'accent sur nos faiblesses. Maintenant, on veut qu'on mette l'accent sur nos compétences. Donc, ce que je voulais dire avec ce schéma, c'est que maintenant, il faut faire les deux. Il ne faut pas faire que la colonne de gauche, il faut faire le gauche et le droite. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre, c'est les deux. Et n'oubliez jamais, comme l'ont montré beaucoup d'études, que le manager ou le chef d'équipe représente à lui seul 70% de la variance dans l'engagement de l'équipe. Autrement dit, on ne quitte pas son entreprise, on ne quitte pas son métier, on quitte son manager. Et ça, c'est ce qui, quand on parlait du turnover en introduction, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Slide suivante pour remontrer la pyramide. Très rapidement, je vais le faire pour ne pas prendre trop de temps. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la promesse de base, elle a augmenté. Pour avoir des collaborateurs qui ne nous quittent pas en période d'essai, eh ben, il faut en faire plus qu'avant. Il faut avoir une juste rémunération. Vous voyez que la convivialité, elle est demandée dès le début. Voilà, on a une promesse de base, l'exigence de base pour que les collaborateurs fassent juste leur travail, a augmenté. Et ça, c'est un phénomène de société, on n'y peut rien. Puis maintenant, vous savez bien, alors dans nos métiers, ce n'est pas toujours possible, mais il y a plein de métiers où le télétravail devient une norme. Les managers qui sont humains et compréhensifs, qui font grandir l'autonomie, la créativité. Voilà, pour faciliter la vie des collaborateurs, il faut en faire davantage qu'avant. Puis pour devenir mémorable, mais il faut avoir du temps. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui demandent aussi avoir du temps pour des projets pour la planète. Il y a des entreprises aujourd'hui qui donnent une journée par mois à leurs collaborateurs pour qu'ils aillent faire une action qui va participer de la préservation de la planète. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a aussi un autre élément qui est important. Aujourd'hui, quand on interroge par exemple des jeunes générations, ils veulent aussi au travail se faire des amis, parce qu'ils ont besoin de se faire des amis pour vivre en société. Voilà. Donc pour vous dire en quelques mots que l'exigence, mais c'est un fait de société, l'exigence des collaborateurs pour être engagés, ils peuvent l'être tout autant que nous l'étions quand j'ai commencé ma carrière. Simplement, il faut en faire davantage. Et ça, c'est la responsabilité des entrepreneurs. On va passer à la slide suivante. Merci pour cette première intervention qui nous permet aujourd'hui de véritablement comprendre le processus en lui-même, d'accord? Et je m'en vais sans transition, mais en réfléchissant à ce que tu as dit, Jean-Jacques, la pyramide de l'expérience. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Avec nous, une professionnelle aguerrie, la directrice régionale ressources humaines du groupe Hilton Maroc, la Kautsar Manera, 14 ans d'expérience, où vous avez concouru, la Kautsar, à chaque fois de créer des environnements de travail stimulants et performants. Et j'ai beaucoup aimé ça, tout en alignant les stratégies RH sur les objectifs business. Kautsar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est ton ressenti
Et aujourd'hui, après cette présentation courte, claire et concise de Jean-Jacques, comment votre groupe hôtelier, qui est en plein développement, se positionne sur cette symétrie des attentions? Kautsar Manera, en direct et en live via Zoom. La Kautsar, à toi la parole. Bonjour à tous, merci pour cette belle introduction, merci pour l'intervention, franchement rapide, concise, mais très riche. Merci pour le partage, Monsieur Jean-Jacques Grossier. Donc oui, très ravi de participer avec vous aujourd'hui. J'aimerais bien aussi partager avec vous ce qu'on fait au sein de Hilton, mais s'il vous plaît, libre à vous de m'arrêter parce que je sais que je vais dépasser le timing qui m'était alloué. C'est une thématique qui me tient tellement à cœur et basée sur des convictions profondes que je risque de déborder. Donc à chaque moment, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de Dans 5 problème. minutes, je Je ne vais pas t'arrête. le prendre mal. Donc voilà, pour répondre à votre question et autant que professionnel en RH, déjà, je suis convaincue du principe et j'aimerais bien souligner ça, que la gestion des talents aujourd'hui, c'est plus qu'une fonction, pas une simple fonction RH. Et c'est là où vous avez tout à l'heure, je pense aussi au business, mais c'est un levier stratégique parce que RH, on est aussi des business partners. On est là juste, on n'est pas là juste c'est-à-dire appliquer on va dire des recherches, etc., mais aussi allier le business avec ce qu'on fait au quotidien. Donc, pour moi, c'est un levier vraiment stratégique essentiel pour garantir une expérience client. Et je souligne aussi l'importance de la symétrie des intentions. C'est un concept, comme l'a dit le monsieur, qui lie étroitement l'expérience client et celle du collaborateur ou de l'employé. Quand on peut pas, surtout dans les métiers de service, on ne peut pas les dissocier. On vient de très loin. On vous avait bien dit dans l'introduction, où avant, on a considéré les personnes qui luttent pour cette cause comme étant des syndicalistes. Aujourd'hui, c'est les patrons qui te disent qu'est-ce qu'on doit faire pour nos team members et pour nos employés pour générer du business. Donc déjà, c'est un exploit qu'on est arrivé à cet état d'esprit aujourd'hui et qu'on est aujourd'hui en train de débattre cette thématique. Donc, le contexte, si j'ai envie de mettre la thématique dans un contexte, on va dire, actuel, je ne peux pas en parler sans parler des challenges ou bien des défis majeurs. Donc, je ne vais pas vous les citer tous parce que j'imagine que ce soit l'audience ou même chers panélistes, on les sait tous, c'est-à-dire les défis de l'hôtellerie en général, de tourisme, et de tourisme, c'est en relation avec les talents, en fait. Aujourd'hui, recruter des talents qui sont capables d'incarner l'excellence du service, c'est un défi. Et on lutte et on peine aujourd'hui pour faire ça. Attirer et fidéliser aussi les collaborateurs, c'est devenu une mission très difficile pour nous, les spécialistes ou bien les professionnels de RH, et la gestion de turnover. Pourquoi j'insiste sur le turnover? Parce que, en fait, on est des métiers de service et on a besoin des gens pour faire ce service. Donc, s'il y a une rotation qui est très élevée, donc la qualité de service, sûrement, elle va être impactée et donc, ça va se voir sur la qualité de service. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait le Hilton Maroc? Donc, on s'appuie sur une donne simple, hein. C'est un principe fondamental très clair. C'est que ce que nous attendons de nos team members, nous on les appelle des team members, envers nos clients, nous devrons leur offrir en interne. C'est aussi simple que ça. Et donc, je pense que c'est une philosophie qui a été soutenue par le baromètre de la symétrie des attentions. En fait, pour ça, donc plusieurs initiatives. Si j'ai envie de citer par exemple une, franchement, qui me tient à cœur et dont je suis vraiment très fière, c'est qu'on était, je pense, parmi les premiers, je ne vais pas dire les premiers, mais parmi les premiers qui ont réussi à offrir 2 jours de repos hebdomadaires à tous les employés, quel que ce soit le poste ou le type de contrat. Donc, il n'y a pas d'obligation légale, mais on s'est dit que, en fait, aujourd'hui, avec les demandes, c'est-à-dire en termes, on va dire, de recrutement où il y a une évolution sur la qualité de vie au travail, parce que voilà, on ne parle pas de la même chose. Avant, on parlait d'un salaire, aujourd'hui, on parle d'une qualité de vie au travail. Donc, il a été essentiel de penser à l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a investi dans ça. Vous allez me dire, c'est facile. Non, c'est très difficile, hein. Je peux vous garantir que ça nous a demandé beaucoup de va-et-vient avec les sociétés propriétaires, côté budget, parce que faire 2 jours de off pour tout le monde, hein, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire intérimaire, pas intérimaire, tout type de poste, il a fallu recruter davantage de personnel, il a fallu restructurer le transport, revoir aussi les capacités des cantines, etc. Donc, c'est tout un process, on va dire, d'investissement qu'on a mis sur place
Est-ce qu'aujourd'hui on est content? On est très content parce que le turnover, il a baissé, mais d'une force, comme on dit. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de deux hôtels ici à Tanger City Certain. On est passé de 30% à presque 5% l'année dernière. Ça En taux va. de Est-ce que rotation. en rotation. Est-ce que tout de suite, quand on a appliqué le jour de off, on a vu le résultat? Non. Mais on a c'est-à-dire on l'a vu en long terme, c'est-à-dire on était très fiers de gagner même au niveau régional la meilleure rétention en termes de turnover. Ça, c'est par exemple un exemple où on a investi, on était conscient de la valeur de l'investissement, mais le retour, il était excellent. Moi, j'ai cité le résultat de turnover, mais il n'y a pas que ça, hein. Les collaborateurs ils sont plus motivés et pas mis, donc ça va se refléter dans leur productivité et leur engagement. Voilà, une qualité de service aujourd'hui qu'on peut l'avoir clairement sur, c'est-à-dire nos plateformes de satisfaction de clients, que ce soit sur ce qu'on a interne comme système ou bien sur Booking et autres. Satisfaction des collaborateurs et des team members. Aujourd'hui, on a été certifié Great Place to Work pour la 3e fois de suite. Incluant plusieurs, c'est-à-dire, et ça, c'est-à-dire en se comparant à plusieurs secteurs au Maroc. On a été aussi, on a eu le trophée de la diversité nationale qui nous a été décerné par Monsieur le ministre il y a une année ou une année et demie, etc. Donc, le résultat, il est là. C'est qu'on a aujourd'hui, on ne se vante pas, mais on a mis ce qu'il faut pour choyer nos team members parce qu'il y a une conscience qu'il y a un business qui va se générer derrière. C'est ça ce que j'ai envie que tout le monde comprenne, parce que le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. C'est ça, c'est pas un retour sur investissement, sur un capital. On n'est pas en train d'ouvrir un restaurant, le demain, ça va se répercuter sur le chiffre d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Oui. investissement qui demande, c'est-à-dire beaucoup de temps pour qu'on voit les résultats, mais qui est sur le long terme. Et s'il n'y a pas mieux que voilà, de voir le résultat de notre investissement. Cet investissement a demandé combien de temps pour asseoir un petit peu cette approche symétrie des attentions, donner des petits signaux comme ça, comme ce que vous avez avancé, 2 jours de congé par semaine, le taux de rotation qui a baissé, le turnover a baissé, je présume que le taux d'occupation a augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté, etc. Et on parlera tout à l'heure quand Jean-Jacques Grisset reprendra la parole, quand il parlera de baromètre et de coûts cachés, justement. Est-ce que la symétrie des attentions a apporté à votre groupe une valeur ajoutée certaine? C'est clair. Mais ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est que il est clair et certain. La chose, on va dire, le challenge pour certains dirigeants, c'est qu'il n'y a pas d'impact immédiat. C'est pas que je vais, par exemple, investir dans mes payroll parce qu'il nous a fallu du temps pour convaincre les propriétaires et nos dirigeants de voir notre payroll exploser. Mais ils étaient contents de voir les résultats par la suite. Quand ils voient les Oui, commentaires des clients, quand ils voient qu'il y a pas, les gens, ils sont fidèles, qu'ils veulent, même s'ils partent, ils veulent revenir. Quand ils voient qu'on a une belle réputation au niveau national et international, quand ils voient tout ça, ben, rien que pour hier, on a signé un autre hôtel dans la tour oui, de j'ai vu Mohamed ça, à VI. Rabat. Donc, pour vous dire que voilà, il y a un retour. Il y Ça a un évolue retour quelque positivement. part. Tant mieux, tant C'est mieux. juste que voilà, ce que j'essaye de toujours d'expliquer même à mes dirigeants ici, à mes GM, quand j'essaie de l'expliquer, parce que voilà, il faut y aller. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie de me répéter, mais on vient de très loin. Ces GM, pour eux, pendant longtemps, on leur a appris qu'un team member, quand il rentre à un hôtel, il doit mettre un masque. Vous savez, l'ancienne génération nous a dit que l'employé doit mettre un masque, doit oublier sa vie personnelle avant, et devant un client, il doit sourire, etc. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. On traite des humains, on doit les traiter en tel, et que voilà, donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience que le business doit être généré avec le bien-être des employés. Quand je dis les 2 jours de off, c'est une parmi les actions. Je parle aussi que le team member, par exemple, avant qu'ils rentrent en fonction, ils doivent passer une nuit à l'hôtel pour faire l'expérience client avant de la proposer au team member. Magnifique. Et j'en cite plusieurs initiatives dans ce sens. Je pense que je vais passer mes 5 minutes. C'est ça, oui. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai Merci, permis. merci Kausa. Je reviendrai vers toi parce que chaque fois que j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'échanger avec toi, on s'enrichit de façon la plus. On se situe toujours dans cette dynamique et cette qualité. Après que Jean-Jacques nous ait véritablement mis les choses dans leur contexte, à travers cette culture, service, coopération, collaboration, mais également pour apporter cette expérience mémorable, ce service pour nous faciliter la vie, eh ben, on va faire un petit tour de côté de l'intelligence artificielle. Et plusieurs personnes peuvent se poser la question, what's between that and that? D'accord. Et j'ai avec moi
un ami, une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, qui est Sinabil Hafad, qui est le CEO d'Archipel Group et le cofondateur de Inoway, Intelligence Artificielle. On le définit, Sinabil, comme étant un entrepreneur spécialisé dans les technologies MarTech, gestion d'expérience client et l'IA. Il a 2 décennies d'expérience dans l'excellence. Il fut DG de plusieurs entreprises où il a conduit avec beaucoup de succès des restructurations. Nabil Hafad est connu sur le marché marocain et étranger comme étant le monsieur intelligence artificielle. Nabil, marhaba bik. Allah يبارك فيك. Un Bonjour. réel plaisir de t'avoir avec moi, d'accord, mon Partagé. cher voisin, Avec d'accord. Alors, tout le monde peut se poser la question, que fait Nabil Hafad dans ce beau monde qui est autour de cette salle Zoom? Eh bien, moi, je te pose la question tout simplement et je te dis, Nabil, quel est le rôle pour les technologies en général pour accompagner la symétrie des attentions et en tirer profit, mais aussi comment profiter de l'intelligence artificielle qui est devenue aujourd'hui une nécessité, pas un luxe, pour accélérer l'ambition d'améliorer l'expérience client et collaborateur. Et je te remercie. Très bien. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je te confirme, il y a une belle audience et des panélistes extrêmement intéressants. Je trouve juste dommage que tu leur aies laissé à eux le plaisir de parler de l'humain et moi de me parler de la technologie qui est quand même quelque chose de Non, beaucoup. vous savez, maintenant, l'humain et la technologie vont ensemble. Voilà. Exactement, c'est le sujet. Aujourd'hui, de plus en plus, on est dans des collaborations homme-machine très, très poussées. Alors, je vais essayer de répondre un peu à ta question. D'abord, philosophiquement, les technologies et les systèmes sont plutôt des facilitateurs, quelle que soit l'activité, quelle que soit l'industrie, et particulièrement dans une industrie de service, et une industrie, puisqu'elle a le côté massif, elle a le côté répétitif, et elle a la complexité, et que, bien évidemment, on peut avoir une excellente culture managériale basée sur la bienveillance, basée sur la philosophie de la symétrie des attentions. On peut avoir beaucoup de talents autour de nous. On peut avoir des gens bienveillants, qui sont empathiques, qui sont porteurs de l'esprit de service client. Tout ça, bien évidemment, sont des fondamentaux. On peut à la base avoir une belle offre de valeur à pousser et à protéger. Mais derrière, pour pouvoir gérer cette complexité tous les jours que Dieu fait, il faut quand même du process, il faut de la technologie. Et bien évidemment, l'industrie hôtelière est assez équipée en technologie. Mais quand on analyse les différents secteurs d'activité, que cette industrie hôtelière incluse ou autres, on voit souvent qu'il y a une empilation de systèmes et de technologies différentes qui gèrent des fois ce qui est essentiel, des processus métiers clés, le transactionnel pour pouvoir faire tourner un petit peu la baraque. Mais je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup de données qu'on amasse un peu à droite et à gauche. Et puis, il y a des systèmes qui cohabitent les uns avec les autres, qui font que malheureusement, nos collaborateurs qui ont contact frontal avec le client final, des fois, le pauvre, même avec toute la bonne volonté, la formation, l'empathie, ce que tu veux, bah, il est coincé, il n'est pas aidé, il n'a pas l'accès à la bonne techno qui peut lui permettre d'avoir la réponse rapide. L'hôtellerie, l'industrie de l'hospitalité est un métier dans lequel il y a une exigence client de plus en plus élevée. Et le soldat de premier front, bah, c'est le collaborateur qui est en contact régulier avec ce client qui vient, qui a fait de la route, qui est fatigué, qui veut une réponse rapide, qui est pressé d'aller faire une activité, qui. Et derrière, si ce collaborateur est un peu empoweré et augmenté par de la technologie qui lui mâche un petit peu le boulot, qui lui prépare la bonne donnée et qui lui permet de garder son bon sourire et son sens du service en se disant, bah, je vais tout de suite amener une réponse à mon client ou à la personne qui est chez nous à l'hôtel ou dans telle activité, bah, ça aide beaucoup. Le problème, c'est que si lui est dénué d'accès à la technologie, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu, on compte que sur lui, on compte sur sa capacité à lui à faire plaisir et à gérer. Et malheureusement, ça ne tient pas la route à échelle d'un système. Ça reste des expériences positives isolées, alors que l'objectif, c'est de créer une expérience client à l'échelle de toute l'entreprise ou à l'échelle de toute l'industrie en question, qui, elle, permet de gérer les fameux moments de vérité dont a parlé Jean-Jacques tout à l'heure. Parce qu'en réalité, ce qu'on garde, ce sont ces moments de vérité, ce sont des moments de forte tension émotionnelle. Et si nous avons la capacité d'abord de les capter, donc du coup, il faut bien évidemment avoir de la technologie qui facilite la captation des feedbacks. J'ai entendu Mme Kauta parler tout à l'heure de ces patrons qui sont contents des feedbacks clients, donc, et je vois ça effectivement de plus en plus développé. Mais il faut que ça soit une capacité de captation systématique, systémique, et qui soit une capacité qui nous permet d'avoir des synthèses et des analyses presque en temps réel. Et c'est là où l'IA, par exemple, va jouer un rôle très important. Vous avez des feedbacks clients qui peuvent arriver à travers plein de dispositifs,
des dispositifs captés que vous avez mis en place en tant qu'hôtel ou agence de voyage ou ce que vous voulez, mais aussi la voix du client à l'extérieur de votre écosystème, sur les médias sociaux, sur les bornes, à travers des partenaires. L'important, c'est de pouvoir capter tout ça, de le comprendre presque en temps réel, de le structurer sur la base de thèmes tangibles, un thème qui peut être lié à l'hygiène, à la qualité, à la disponibilité, à la réactivité, à des choses qu'on peut tout de suite opérationnaliser et transformer en éléments de satisfaction ou en traitement d'irritation. Parce qu'en réalité, on a toujours des polarités. Dans ce moment d'expérience, on essaie d'en profiter pour améliorer la satisfaction et aller vers l'enchantement, ou alors c'est un moment d'irritation, on essaie de l'absorber, d'en prendre conscience, de le prendre, de le traiter, de le décortiquer. Donc la technologie, en gros, si je devais le dire simplement, c'est un facilitateur, c'est un enabler. Nous avons la chance d'être aujourd'hui en 2024 à un momentum où la technologie se banalise, elle devient extrêmement facile à utiliser. On n'est plus du tout dans les années, j'ai envie de dire 90 ou 2000, où c'était compliqué d'être vraiment à la page en termes technologiques. Aujourd'hui, non. Ben, on peut très vite faire des sauts qui sont vraiment importants. L'IA permet de faire des automatisations utiles. Moi, je suis quelqu'un qui croit toujours à la collaboration homme-machine. Je ne crois pas au tout automatiser, encore moins dans une activité de service comme l'hôtellerie, qui est une activité de relation, d'émotion, de chaleur, qui est une relation éminemment humaine. Mais on peut aujourd'hui, à la limite, ces pauvres collaborateurs, les décharger d'un ensemble de choses qui leur bouffent du temps inutilement et libérer chez eux, comme on dit, de la bande passante pour qu'ils puissent être beaucoup plus dans l'accueil. Parce que servir quelqu'un, c'est d'abord être prédisposé à l'accueillir, à l'écouter avec tout, écouter avec son corps, ses émotions, sa tête, et être là pour lui en ancrage, je veux dire, du moment. Mais être épaulé par de l'IA, par exemple, qui permet de gérer une partie des processus internes qui peuvent déranger un petit peu les gens qui travaillent, c'est déjà une bonne solution. Il y a plein d'usages possibles à l'IA, hein, la personnalisation, la prédiction des comportements. Je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là parce que peut-être que ça peut être dans certains cas très adapté, mais dans d'autres cas peut-être stratosphérique et qu'il y a peut-être des besoins plus basiques à régler et à gérer. Mais retenir que ça permet de personnaliser la relation parce qu'on a toute l'historique de relations qu'on peut avoir avec un client qui est régulier, qui vient chez nous. Et on peut en tenir compte au moment où on lui parle. Et je dis, Monsieur Sti, ben, j'ai tout de suite une lecture analytique de ses styles, de ses habitudes, de ses enfants, de ce qu'il fait, toutes les fois où il est venu chez nous. Et à la limite, même un système de recommandation intelligent qui me permet de lui proposer des choses très adaptées à lui, voire même, je peux même être à l'écoute presque en temps réel de ce qu'il a publié, ce qu'il a écrit, ce qu'il pense. Je peux aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans la logique de personnalisation. Proposer aux collaborateurs internes, à minima, j'ai envie de dire, un agent intelligent qui synthétise toute la donnée interne et qui leur permet tout de suite, par un questionnement simple, d'accéder à la bonne information, avoir une base de connaissances à portée de main, qui vient de tous les systèmes existants de l'entreprise, quel qu'il soit. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très aidant pour les collaborateurs, quelle que soit leur position dans la chaîne de traitement. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Avoir des systèmes de captation de feedback qui, en temps réel, alimentent un certain nombre de dimensions et nous permettent de savoir si là, on avance bien, on n'avance pas bien, c'est génial parce que ça nous permet de capter ces moments de tension, ces moments de vérité dont a parlé notre ami tout à l'heure et de tout de suite d'y apporter des réponses. Vous imaginez, l'erreur peut arriver. Ce qui n'est jamais pardonné par le client, c'est le fait, la négligence. Et ça, à la limite, la technologie peut aider à réduire les cycles de réaction qui peuvent augmenter le sentiment qu'on est pris en charge. Je ne vais pas en dire plus, il y a tant à dire, c'est un sujet qui me passionne, tu le sais très bien. Donc l'IA est essentielle, indispensable pour une meilleure symétrie des attentions, Nabil? Les technologies aujourd'hui, je veux dire, il y a la culture, il y a l'homme, il y a le process et la technologie. C'est clair qu'il y a au moins un minimum, un tiers, un tiers, un tiers, pour pouvoir faire les choses convenablement. Merci Nabil d'avoir été court, clair et concis. Je te reviens, t'en fais pas. Alors on va passer maintenant à une dame qui est la managing partner de Talent Advisor, qui est la fondatrice d'un événement qui a eu une réussite tout à fait particulière à sa deuxième édition, Talent and Hospitality Connect. Sophia Mounib, parcours professionnel auprès de grandes enseignes, Hyatt, Four Seasons, Sofitel, Ritz-Carlton. 2019, tu crées Talent Advisor, qui est une plateforme de recommandation dans le luxe expérientiel, avec comme objectif de faciliter les connexions qui façonnent des carrières. J'ai beaucoup aimé ça. D'accord? Et 2023, tu lances Talent and Hospitality Connect. Et en septembre, tu as fait la deuxième édition qui a eu un succès juste incroyable. Là, Sophia, avec P, pas avec F, d'accord? Comment applique-t-on la symétrie des attentions dans la sphère du recrutement? Toi qui es chaque jour dans ton quotidien, cette relation de cause à effet
entre la symétrie des attentions et la marque employeur, ainsi que les enjeux dans le contexte actuel et plus particulièrement dans le secteur de l'hospitalité. Quels sont, à ton avis, la Sophia Mounib, les leviers pour optimiser justement cette relation? En tout cas, déjà, bonsoir à tous et puis merci Mohamed Sissi pour cette introduction. Merci Jean-Jacques Gressier d'avoir effectivement mis en place les piliers de cette symétrie des intentions qui, mieux que vous, aurait pu nous l'expliquer aujourd'hui. Donc, je vous en remercie. Merci également à Nabil Hafad d'avoir fait ce pont judicieux avec la technologie qui est effectivement essentielle et Kautar Manera toujours pour ces insights essentiels et Monsieur le Président Hamid Moutahar donc pour ce soutien et de nous donner l'opportunité de parler de sujets passionnants. Donc oui, la sphère du recrutement, c'est vrai que, à mon sens, il est essentiel d'adresser cette partie donc de la sphère des ressources humaines. Et donc, pour compléter en amont la symétrie des attentions, je rajouterai qu'il est important de parler de la symétrie des intentions, puisque la perception des collaborateurs commence donc au moment du recrutement et de la phase de pré-recrutement, et pas uniquement au moment où la collaboration s'est concrétisée. Donc, ce volet de recrutement, il est essentiel. Et à mon sens, il y a 6 axes importants à prendre en considération. Le premier, donc, c'est l'intention du recrutement. Quelle est l'intention qu'on y met en prenant en considération, bien sûr, les réalités du marché et des compétences existantes. Cette intention, elle est accompagnée d'un cadrage. Donc, en général, ça peut s'accompagner d'une fiche de poste qui doit être donc claire, réaliste, mais aussi ajustable. D'ailleurs, Bill Marriott, le fondateur de la chaîne Marriott, le disait. Il est plus judicieux de recruter une personne qui a les qualités pour le poste qu'une personne qui a un CV parfait ou qui a des expériences spécifiques. Donc, c'est important d'être également flexible dans ce cadrage qui accompagne l'intention du recrutement. Le troisième axe, à mon sens essentiel, c'est la campagne de recrutement. Aujourd'hui, on est dans un paysage de communication qui est saturé. C'est-à-dire, tous les jours, sur notre cher LinkedIn, everyone is hiring, tout le monde recrute, etc., etc. Donc, il faut absolument se différencier, mais il faut être réaliste. Pour pouvoir se différencier, il faut des budgets importants, il faut des équipes derrière, etc., etc. Et donc, à mon sens, il serait peut-être intéressant, même important, d'aborder les campagnes de recrutement comme on aborde une campagne de communication ou de marketing. Alors, on se déplace partout dans le monde pour justement présenter nos établissements, etc., etc. À combien de salons on participe de recrutement par an? La question est là. Voilà. Donc, il faut que le budget alloué aux campagnes de recrutement se rapproche du budget alloué aux campagnes marketing et de communication pour pouvoir justement pas rester dans des incantations et parler de choses philosophiques, mais de se dire, voilà, on a les moyens de nos ambitions. Quatrième point, à mon sens, c'est l'expérience du recrutement. Alors, on parle d'expérience collaborateur, c'est effectivement important, mais il y a aussi l'expérience du recrutement qui, en amont, est essentielle. Et d'ailleurs, pour étayer ça, il y a une étude de Talent Board qui a démontré que 60% des candidats disent qu'un processus de recrutement positif, même s'ils ne sont pas retenus et pas sélectionnés, renforce leur image de l'entreprise. Donc, encore une fois, je dis des choses qu'on sait déjà. Je ne suis pas en train d'apporter des informations lunaires ou que personne n'a jamais entendues, mais dans l'application, c'est autre chose. D'ailleurs, nous, en tant que cabinet, on a affaire aussi aux coulisses de recrutement de nos partenaires et autres, et on a eu des cas, pour être réaliste, encore une fois, où le candidat a dû attendre 1 heure, voire 2 heures avant de passer son entretien, sans excuse pour le désagrément, etc., etc. Ça, effectivement, il faut être vigilant. Les grandes chaînes sont plus outillées,
et sont bien entendu très sensibles à cela, mais aujourd'hui, on ne parle pas que pour les palaces, on ne parle pas que pour les 5 étoiles, on est en train de parler pour tout l'écosystème hôtelier. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. 5e point également sur la symétrie des intentions, c'est les délais de réponse et de retour pour les candidats. Nous, en interne, on a évalué qu'un candidat sur 2 perdait de l'intérêt après 15 jours. C'est-à-dire, quand on passe un entretien avec le candidat, si on ne lui répond pas, on ne revient pas vers lui au bout de 15 jours, il y a une déperdition d'intérêt. Et là où il faut regarder de près, c'est que cette déperdition, elle est perçue comme un manque de motivation ou une inadéquation du candidat. On dit, ah bah, s'il n'est pas capable d'attendre 15 jours, dans ce cas de figure, voilà, ce n'est pas la bonne personne, ou il peut, voilà, on le remercie pour son temps. Non. Si on ne peut pas lui répondre parce que le processus est toujours en cours, soit, c'est tout à fait possible et légitime, mais il faut garder ce point de contact qu'on fait nous en tant que cabinet, mais les employeurs aussi doivent être sensibles à ça et surtout changer de paradigme et ne pas se dire le candidat est démotivé ou n'est pas intéressant. Et dernier point sur cette symétrie des intentions, c'est l'onboarding, bien entendu. Encore une fois, sur les grandes structures, c'est un processus qui est très bien mis en place. Il faut qu'il ruisselle et qu'il soit déployé sur les plus petites structures. Les restaurants, nos restaurants, on a de très beaux restaurants au Maroc, c'est pas pour autant qu'ils sont aussi sensibles à ça que les grandes maisons. Donc l'onboarding, c'est une étape essentielle parce que l'intégration n'est pas de la responsabilité du candidat uniquement. On ne peut pas dire, oui, je veux un esprit, quelqu'un qui s'intègre vite et bien. Très bien, mais il faut accompagner ce collaborateur dans son intégration avec un programme d'onboarding qui est clair. Mais ça, c'est un volet qui est voilà, assez vaste et qu'on traitera sans doute ultérieurement. Merci. Voilà. Merci. Dernier point, Oui. je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des leviers d'amélioration. On le reprendra tout à l'heure, si tu le permets, comme ça on reste dans cette dynamique, parce que j'ai retenu aujourd'hui, grâce à toi et grâce à ce webinaire, on va copyrighter la symétrie des intentions. Et je trouvais ça très, très intéressant. Parce qu'en fin de compte, le préalable, c'est la symétrie des intentions pour qu'on puisse rentrer dans la symétrie des attentions et Jean-Jacques ne nous en voudra point. Bien. Merci, Sophia. Je reviens vers toi pour tout ce qui est par la suite, ce qu'on a appelé les leviers. Dounia Touzani, marhaba bik. Merci d'être avec nous. Sophia Touzani est responsable recrutement et gestion des talents groupe au sein de Collection Royal Mansour. Tout à fait. 15 ans au service des RH, où vous vous êtes impliqué tout azimut. J'ai beaucoup aimé ça quand je vous ai demandé votre bio express, à anticiper les attentes des collaborateurs et à agir en coactrice du développement en capital humain et gestion des talents. Tout à fait. Passionné par les RH, vous considérez à juste titre la mission RH comme un pilier central du changement organisationnel. Et là, je me sens concerné parce que j'aime beaucoup les RH. Ladounia, oui. Que penses-tu de cette symétrie des intentions que vient de déclarer haut et fort la Sophia? Alors écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour cette honorable invitation. Je remercie donc toutes les personnes qui ont pu donc introduire et évoquer justement ce très beau sujet. Alors, ce dont on est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un lien indéfectible entre la qualité de l'expérience vécue par les collaborateurs déjà d'une entreprise, et notamment nous au sein de l'hôtellerie chez Royal Mansour, et celle que nous offrons à nos clients, que nous appelons chez nous plus communément nos hôtes. Donc, c'est vrai qu'au sein du domaine hôtelier, c'est un principe qui est beaucoup plus pertinent que dans d'autres domaines, car la relation humaine, elle est vraiment au cœur du service. Et c'est une très belle approche, en fait, la symétrie des attentions, puisque ça voudrait dire que de manière égale, on considère aussi bien notre client que notre collaborateur. Et donc, voilà, c'est une considération interdépendante et l'amélioration de l'une
entraîne l'amélioration de l'autre. Et ça, c'est une très, très belle chose. Donc, moi, c'est un sujet qui pour le coup, me Comment passionne. ça se matérialise au sein de votre groupe, Dounia? Pardon? Comment ça se matérialise et ça se décline au Oui. niveau d'un groupe aussi prestigieux que le vôtre? Tout à fait. Alors, premièrement, nous, ça commence par le onboarding. Donc, c'est une belle transition avec ce que disait Sophia Mounier. On commence par un onboarding où clairement, nous mettons le collaborateur au cœur de l'expérience client. C'est-à-dire que quel que soit le collaborateur, qu'il soit employé, agent de maîtrise, cadre, quel que soit le poste, que ce soit une fonction support, une fonction opérationnelle, nous l'intégrons pendant une journée et demie, enfin plus une journée, au cœur de l'expérience client. On lui fait de la visite de l'hôtel, on déjeune dans un des restaurants de l'hôtel, donc il peut bénéficier du service de restauration de l'hôtel. Et ensuite, on lui fait vivre, comme vous le savez si bien, à Marrakech, on a des riads, à Casablanca, nous avons des suites, et à Tamouda, nous avons des villas. Et nous faisons vivre une expérience à l'intérieur de chaque hébergement. Donc là, à Marrakech, on lui fait vivre l'expérience riad, et il a la possibilité de visiter le riad. On a des discussions au sein du riad, et on leur parle du Royal Mansour également. Donc, à travers toute cette journée où on parle des valeurs, de ce qu'est le Royal Mansour, on a la possibilité de pouvoir avoir une certaine approche avec le collaborateur et vraiment de lui faire vivre l'expérience client telle que le client et nos hôtes le vivent. Donc ça, pour moi, c'est primordial et c'est déjà une très, très belle approche. Tout à fait. Ça leur permet de rêver avant même de pouvoir effectivement peut-être mettre les pieds dans un riad, parce que vous savez, selon les fonctions opérationnelles, il y a des personnes qui ne sont qu'au restaurant, il y a des personnes qui peuvent rentrer dans les hébergements, d'autres personnes dans les fonctions support n'ont pas toujours l'occasion de rentrer dans l'hôtel également. Donc là, ça permet d'avoir un visuel vraiment d'ensemble et de faire rêver le collaborateur, clairement. Tout à fait. Donc, vous embarquez vers l'île de Java, l'île de l'excellence, quoi. Exactement, Super. tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir tout de suite donner l'intonation et de pouvoir montrer aux collaborateurs, effectivement, vous intégrez le domaine du luxe, vous intégrez l'exigence, mais l'exigence, on l'aura pour vous, mais aussi pour nos hôtes. Donc, on exigera de vous énormément afin que vous puissiez aussi, quelque part, obtenir une satisfaction aussi professionnelle. Parce que c'est vrai que souvent, là, je vous parle à cœur ouvert, mais souvent, lorsque je fais des recrutements, il est vrai que certaines personnes sont assez craintives en disant écoutez, moi, j'ai pas fait des 5 étoiles Palace, on m'a parlé du Royal Mansour, c'est une maison qui est difficile. Écoutez, voilà, je sais pas si je suis prêt. Non, au contraire, il faut pas reculer. Je pense que justement, on a beaucoup à apprendre dans ce type de maison. C'est des maisons qui sont exigeantes, mais justement, pourquoi ne pas apprendre de cette exigence pour pouvoir relever des défis, pour pouvoir se challenger et pour pouvoir aussi prendre en maturité professionnelle. Donc, nous, ces personnes-là, lorsqu'on les intègre, on met en place tout un processus de formation. Des formations. S'inscrit dans le temps pendant toute la. Pardon? Il s'inscrit dans le temps, ce processus de formation? Tout à fait. En fonction, effectivement, des positions que les personnes donc intègrent. Mais il y a des formations, il y a des formations troncs communs, si vous voulez, qui permettent aux collaborateurs de pouvoir avoir la même quantité d'informations nécessaires pour que tout le monde puisse avoir les mêmes valeurs de l'entreprise, le même niveau d'information. Après, ensuite, effectivement, ça peut vaciller entre différentes positions. Mais l'essentiel, c'est effectivement que le collaborateur puisse s'épanouir, puisse aussi se sentir valorisé, se sentir reconnu, sentir qu'effectivement, c'est effectivement à travers son travail, il a la possibilité de performer aussi son service. Donc,
il est indéniable qu'un personnel qui est motivé, il contribue grandement déjà à des interactions avec les clients beaucoup plus authentiques, chose qui est très importante au sein de la collection, puisque effectivement, on a une certaine clientèle qui est très attentive aux relations humaines, qui est très attentive aux échanges. Et effectivement, on a beaucoup de chance puisqu'on a des collaborateurs qui sont vraiment très engagés. On a des collaborateurs très fidèles qui sont avec nous depuis l'ouverture et qui ont pu aussi bénéficier de beaucoup de formations, de reconnaissance et donc de promotion aussi. Ça, c'est un engagement qui est fort au sein du Royal Mansour. On met en place beaucoup de formations pour que les gens puissent s'épanouir et puissent aussi se challenger professionnellement. Au-delà effectivement du recrutement, je m'occupe également de la gestion des talents. Donc, je suis amenée effectivement à recevoir beaucoup de collaborateurs, à pouvoir aussi identifier leurs axes d'amélioration, ce dont ils ont besoin. Vous avez des personnes qui ont besoin effectivement de développer leur langue, des personnes qui ont besoin de développer leur service client ou d'autres choses, des managers en devenir. Donc, on déploie vraiment, c'est quelque chose qui est personnalisé. Et la personnalisation, elle se fait aussi pour nos hôtes. C'est-à-dire que on a une méthodologie, effectivement, lorsque nous recevons des clients, qui se fait vraiment en amont de l'arrivée de nos clients. Voilà, à peu près à J-7, etc. À ce moment-là, on contacte le client, on essaye d'avoir le maximum d'informations possibles pour que lorsque le client arrive, il puisse se retrouver dans des bonnes conditions et puisse passer un séjour agréable. Et ça aussi, ça conforte le collaborateur. C'est-à-dire que le collaborateur est informé des demandes particulières et de ce séjour personnalisé. Et effectivement, ça le met dans une condition où il peut mieux se préparer pour recevoir ce type de clientèle. Donc, on essaye de faire en sorte, effectivement, de pouvoir mettre dans de bonnes conditions et l'un et l'autre. Alors, une dernière petite question avant de redonner la main à Jean-Jacques Gressier, Ladounia Souzani. Oui. Un cas d'exemple, le Royal Mansour Marrakech est votre unité, la première unité Royal Mansour au Maroc. Tout à fait. Est-ce qu'on a un cas d'exemple d'une recrue, parce que vous avez parlé de gestion d'un talent de carrière, qui a commencé un poste et qui, après 3 années, 4 années, a pu, grâce véritablement à un suivi, à une personnalisation de toutes les actions que vous menez, arriver à un poste N ou N+1 ou autre? Alors, bien heureusement, et on en est très très fiers, on n'a pas un seul exemple, on a de multiples exemples. D'ailleurs, Moi, je veux juste un. D'ailleurs, je fais une petite publicité, mais effectivement, on a mis en place, si vous avez l'occasion de regarder notre page LinkedIn, Royal Mansour Collection, notre page entreprise, on a diffusé des capsules vidéo où vous avez la possibilité de voir celle de notre directeur général groupe, mais ainsi des collaborateurs, Soufia Hussein, Halim El-Amrin, aujourd'hui d'ailleurs, qui a évolué depuis plus de 10 années au sein du Royal Mansour. Et donc, effectivement, on a beaucoup de succès et on est très, très fiers de ces promotions internes. Merci beaucoup, Dounia. Restez avec nous. Jean-Jacques, je te reviens. Je repartage. Avec plaisir. Je repartage, bien sûr. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les différents intervenants. Voilà. Quel est ton ressenti après tous ces partages avant de lancer justement le partage pour parler de baromètre? Je pense qu'à chaque fois, on a eu des partages qui étaient de gens qui avaient vraiment mis des choses en place, qui étaient tout à fait en accord avec la symétrie des attentions, qui apportaient des compléments ou des exemples concrets. Et on va parler maintenant du baromètre. Alors, qu'en est-il justement de ce baromètre? Quelle est son importance et sa dimension? Quelle est la méthodologie de développement? Et vous allez nous faire un focus sectoriel sur le secteur hôtelier-restauration. Et je te laisse tracer pour nous dire après comment tu estimes l'impact financier de l'expérience client et collaborateur et ce que tu appelles communément la méthode des coûts cachés. C'est parti pour un tour avant de donner la parole à l'audience. Le baromètre national, donc on va vous montrer les slides tout de suite. En fait, c'est une mesure que nous faisons une fois par an dans 14 secteurs d'activité, avec des panels.
et on va analyser l'installation, est-ce que la symétrie des attentions dont on parle depuis le début de notre webinaire est vécue dans les entreprises, mais on va la mesurer au travers 11 dimensions. Alors, ce baromètre, il est fait pour faire des études, pour pouvoir montrer aux personnes ce que ça veut dire que la symétrie d'attention et comment on peut l'installer. Mais vous vous doutez bien que la majorité des baromètres que fait l'Académie, c'est non pas sur des panels, mais c'est sur des fichiers clients et des fichiers collaborateurs de nos propres clients. Et que d'ailleurs, quand nos clients ont, et je pense que des personnes ici ont pris la parole, et quand on voyait ce qu'elles témoignaient, je pense qu'elles pourraient prétendre au label qu'elles peuvent avoir quand elles font un baromètre de la symétrie d'attention. Et ce label s'appelle Équipe heureuse, client heureux. Et je pense que les personnes qui ont parlé de leur expérience dans les différents hôtels-là ont sans doute la capacité d'obtenir ce label. Revenons maintenant aux dimensions qui sont rapidement marquées en bas de l'écran. Vous voyez qu'il y a 11 dimensions. Donc, on va regarder les scores marquants. La première chose qu'il faut regarder dans ces scores marquants, c'est une analyse qui a été faite sur une population française, mais c'est pour vous montrer, des principes. On voit qu'entre 2022, 2023, 2024, l'expérience client, elle est restée stable, 52, 52, 53. Alors que beaucoup d'entreprises ont fait des efforts pour améliorer l'expérience client. Mais ça veut dire que l'exigence des clients, elle augmente. Et elle augmente très vite. Donc là, on n'a pas augmenté la satisfaction puisqu'en fait, on a fait des efforts, mais les clients ont augmenté leur exigence. On voit en revanche que du côté des collaborateurs, entre 2022 et 2023, il y avait une forte chute de désengagement des collaborateurs. Ça a un peu remonté, on va le voir après, parce que les entreprises, confrontées aux difficultés qu'elles avaient à recruter, à engager, ont fait des choses très concrètes. On va passer l'animation, s'il te plaît, Simon. Voilà. La première chose qu'il faut regarder quand on voit ces différences là, vous voyez la différence en nombre de points de certains secteurs entre 2023 et 2024. On ne va pas les détailler, mais ça montre une première chose et ça fait le pont à ce qui a été dit tout à l'heure par Nabil. Ça vous montre, quand on voit les écarts de plus de 10 points, de plus de 20 points, que la satisfaction client et l'engagement des collaborateurs, la satisfaction des collaborateurs, c'est quelque chose de très volatile. Vous voyez que dans l'hôtellerie, on a gagné 12 points. Dans l'énergie, on en avait perdu 20. L'assurance, on a fait plus 10, moins 12. Donc, ça montre que la satisfaction client, la satisfaction émotionnelle des clients, d'abord, ils ont un niveau d'exigence qui augmente en permanence, mais en plus, c'est très volatile parce que c'est lié à des perceptions émotionnelles. Donc, si on ne mesure pas en permanence la satisfaction de ses clients, on risque de se réveiller en fin d'année quand on fait un baromètre par an avec un peu d'amertume parce qu'on va se rendre compte qu'on a beaucoup perdu. Donc, première notion à retenir, la satisfaction client et collaborateur, c'est très volatile, il faut s'en occuper tous les jours et la mesurer très souvent. Slide suivante. Cette slide, elle vous montre deux courbes. La courbe marron du bas, c'est la satisfaction des clients dans différents secteurs. Alors, on va regarder le secteur qui est au milieu, là, à droite, vers la droite du carré rouge, c'est le tourisme et l'hôtellerie en France. 63% de satisfaction client. C'est bien, mais c'est quand même pas encore topissime. La courbe bleue, les pourcentages au-dessus, c'est la satisfaction notée par les collaborateurs. Dans l'hôtellerie, les collaborateurs pensent que les clients sont satisfaits à 70%. La réalité, c'est 63%. Donc ça, c'est cet écart, et on voit que l'écart il est toujours dans ce sens-là dans tous les secteurs. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on ne communique pas assez aux collaborateurs les résultats des enquêtes de satisfaction que nous faisons. Donc les collaborateurs, comme ils veulent bien faire leur travail et ils font bien ce qu'on leur demande, ils pensent que les clients sont contents. Donc, quand les analyses nous montrent que les clients ne sont pas si satisfaits que ça, je pense qu'il y a un véritable besoin de partager ces analyses avec les collaborateurs. La deuxième raison de cet écart, c'est que même si on partage les analyses, mais si on ne fait pas participer les collaborateurs à des décisions d'action qui pourraient améliorer la satisfaction des clients, les collaborateurs, ils se disent, bon, on m'a parlé une fois des résultats, mais si on ne m'a pas fait réfléchir à comment on pourrait faire mieux, et puis si on n'a rien fait de différent, ça veut dire que globalement, tout allait bien. Mais je trouve que c'est grave quand vous voyez des écarts de 15 points, de 18 points, de 20 points dans l'immobilier, ça veut dire qu'en fait, on vit dans l'illusion. On pense que nos clients sont contents et nos clients ne le sont pas. Et donc ça, c'est une alerte grave et c'est important d'en prendre conscience. Donc il faut mesurer la satisfaction des clients, il faut la partager avec les collaborateurs, il faut les faire partager, il faut leur faire participer à des actions d'amélioration et il faut les mettre en œuvre, ces actions.
Voilà ce que je voulais dire au travers de cette slide. On va prendre la slide suivante. Alors, on va regarder maintenant le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Premier facteur. Donc, on voit là un baromètre dans le secteur de l'hôtellerie. La colonne de droite, c'est le niveau d'engagement des collaborateurs en France. On voit d'abord, avec les points bleus, là, que dans l'hôtellerie et l'hôtellerie en France, il y a eu un gros effort qui a été fait parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Tout à l'heure, on entendait parler des 2 jours de repos. En France, ils ont beaucoup arrêté de faire des horaires de coupure. Ils ont mis aussi en place les 2 jours de repos. Il y a eu un gros travail qui a été fait dans le tourisme et l'hôtellerie parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir des collaborateurs. Donc, ils ont fait des choses et ça a marché. Donc, ça montre aussi que quand on a des actes de management, eh ben, on a une augmentation de l'engagement des collaborateurs. Puis, on voit par contre que du côté des clients, il y a eu aussi des gains, mais qu'il y a encore des dimensions qui sont faibles, parce que quand on est en dessous de 55, c'est quand même pas bien. Et quand vous voyez que les clients, quand on leur pose la question, ne se sentent pas beaucoup considérés en tant qu'êtres humains quand ils ont affaire au métier du tourisme et de l'hôtellerie, je pense que c'est une alerte rouge. Quand on voit que les clients pensent que le tourisme et l'hôtellerie ne s'occupent pas de l'environnement, à 42% pour l'environnement, ça veut dire que les clients pensent que c'est une industrie qui ne fait pas attention pour sauver la planète, ben c'est une alerte. Quand on voit également, j'en parlais un peu tout à l'heure quand je vous montrais les 3 dimensions, que la coopération, elle n'est pas installée auprès des collaborateurs, puisqu'on n'est qu'à 54, et elle n'est qu'à 43, les clients, ils nous disent bien là, vous ne coopérez pas assez entre vous, et moi, en tant que client, j'en souffre, parce que sinon, il ne le dirait pas comme ça. Donc, voilà première information. On voit bien que la coopération dans l'hôtellerie, il y a encore des efforts à faire. Il y a des dimensions. Le client, par exemple, vous parlez tout à l'heure, David parlait des technologies. Le client, vous voyez, quand il dit l'autonomie et l'initiative, les clients, parfois, ils veulent de l'autonomie et les technologies permettent de donner de l'autonomie aussi aux clients. Voilà, donc c'est un des points qui peut être intéressant de développer. Mais comme je n'ai pas trop de temps, je préférais qu'on aille sur la slide d'après vous montrer ce que disent les clients quand on analyse les verbatims, parce qu'on fait ça aussi. Non, hop, vous avez été trop vite. Retour arrière. Qu'est-ce que disent les clients? Voilà, on va appuyer juste une fois. Voilà. Les clients, ils disent, vu par les clients, en tant que clients, ils sont plutôt satisfaits dans l'hôtellerie et la restauration. Mais ils demandent à être à l'écoute et au contact des clients encore davantage. Ils disent aussi, faites attention au bon rapport qualité-prix, à proposer des produits locaux, varier la carte et proposer une large gamme de prix. Ça, c'est la restauration, vous avez été trop vite, c'est l'hôtellerie, mais ce n'est pas grave. Ils disent aussi proposer de bonnes conditions de travail aux salariés. C'est intéressant de voir que dans la restauration, et on trouve ça aussi dans le secteur de l'hôpital, les clients, et c'est les 2 seuls secteurs où ça se produit, parlent de la façon dont on doit s'occuper de nos personnels. Nos clients sont sensibles à la façon dont on s'occupe de personnel et ils le voient bien la façon dont on s'occupe de nos personnels. Quand on interroge, vous avez été trop vite, quand on interroge les collaborateurs dans la restauration, ils disent quoi? Ils disent, qu'est-ce qu'ils nous demandent? D'améliorer l'écoute et la reconnaissance. Et vous avez un peu parlé de ça dans vos interventions pour les personnes des ressources humaines qui sont intervenues en montrant des pratiques exemplaires. Ils disent aussi valoriser le travail des collaborateurs, bien sûr par la valorisation salariale du travail, mais pas que, il y a aussi des gestes de reconnaissance. La valorisation des collaborateurs, et ils le disent bien, ne repose pas que sur les salaires. Bien sûr, il faut une juste rémunération. Il faut une rémunération qui compense une forme de pénibilité, d'horaire et de choses comme ça. Mais il faut aussi de la considération et de la reconnaissance. Et puis ils disent aussi, prenez en compte les avis du client, parce que plus on va rendre satisfait des clients, plus les clients vont nous dire merci. Et nous, à chaque fois que les clients nous disent merci, ça nous encourage à faire notre travail. Voilà ce qui est dit dans la restauration. On ne va pas faire marche arrière, parce qu'il y avait aussi des slides comme ça sur l'hôtellerie, la restauration, sur l'hôtellerie et le tourisme. Mais ce n'est pas grave, on peut poursuivre l'avancée des présentations. Donc, ce baromètre, Jean-Jacques, est un outil important, indispensable pour mesurer comme il se doit la symétrie des attentions. Oui, il permet de la mesurer. Ce n'est pas propre au secteur hôtelier et touristique, mais c'est un petit peu, j'ai vu véritablement à travers 11 secteurs, vous avez fait 14, pardon. Et on le fait, et on fait le baromètre. On fait des baromètres pour chacun de nos clients. Et certains clients qui sont dans l'excellence, et pour être dans l'excellence, vous avez vu les notes que je vous ai montrées, on était à 50, 60 et des choses comme ça. Pour avoir le label équipe heureuse, client heureux, il faut être à 70.
Mais on a des clients qui font le baromètre pour s'améliorer, pour trouver des pistes d'amélioration, et on a des clients qui ont le label équipe heureuse, client heureux, et qui communiquent dessus. Tu me l'accordes, Jean-Jacques? Les gens qui sont avec nous sur Zoom peuvent se poser, les professionnels peuvent se poser la question, tout ça c'est bien beau, la symétrie des attentions, client heureux, team heureuse, etc., etc. Mais il y a un coût. Alors comment tu estimes cet impact financier de l'expérience client et collaborateur, ce que tu appelais communément la méthode des coûts cachés? Oui. Alors, ça a déjà été dit par nos premiers intervenants qui en ont parlé, je dirais, les premiers témoins de l'hôtellerie qui se sont exprimés, ont déjà abordé ces sujets-là avec beaucoup de pertinence. Souvent, dans les entreprises, on dit par exemple, et c'était dit tout à l'heure, on avait un turnover de 30%. Bon, maintenant, fort heureusement, la personne qui a témoigné de ça, ce turnover a énormément chuté. Mais on dit j'ai un turnover de 30% et on ne compte pas combien ça coûte. Combien ça nous coûte en salaire perdu des gens qui sont restés qu'un mois dans l'entreprise et qu'on a payé sans qu'ils soient vraiment efficaces. On a passé du temps à les former, à les accueillir et au bout d'un mois, ils partent. Ou combien ça coûte ce turnover en coût de formation qui en fait n'ont servi à rien. Combien nous coûte aussi le turnover quand on regarde que, une fois je discutais avec un restaurateur qui disait, bah oui, il me manque 3 serveurs, donc mon chiffre d'affaires il est limité par le nombre de serveurs que j'ai ce soir. Donc, je n'ai pas la capacité à servir puisque je n'ai pas les bras. Hein, donc, le manque d'effectifs, ça coûte. Simplement, je dis souvent, on dit on a tant de pourcents de turnover, mais on ne calcule pas combien coûte un point de turnover. L'entreprise qui a témoigné tout à l'heure, qui a gagné plusieurs dizaines de points de turnover, à travers, si j'ai bien entendu, c'était dans les 30, ils sont passés à 5, si j'ai bien entendu les chiffres, ben, ils ont gagné des millions au travers de ça. Parce que le turnover, ça coûte très très cher. Mais simplement, on ne le chiffre pas en euros ou en dirhams. Hein, alors qu'il faut le chiffrer. Hein, et c'est toute la thématique des coûts cachés, c'est ça. Mais c'est pareil sur les clients. Je prenais l'autre jour, la fidélité client, ça rapporte énormément d'argent. On travaille l'autre jour pour une chaîne hôtelière qui fait des séminaires dans toute la région parisienne, mais maintenant aussi pas que. Ils ont un taux de fidélité client qui font que tous les ans, ils ont 75% de leurs clients qui repassent commande, c'est-à-dire qu'ils ont simplement besoin d'un service qui prend les raisins. Ils n'ont pas besoin de force commerciale pour faire 75% de leur chiffre d'affaires, ni de frais marketing, puisque le bouche à oreille et la fidélité font déjà qu'ils font 75% de leur business. Okay ? Combien ils auraient besoin d'avoir de frais commerciaux et de frais marketing si la fidélité client ne faisait qu'ils aient que 30% de repeat business. Donc souvent, on ne calcule pas ça. On dit j'ai 30% de clients fidèles. Mais on ne calcule pas combien on gagnerait si on avait 70% de clients fidèles. Vous voyez ? Combien me rapporte, on dit j'ai un NPS. Tout le monde sait ce que c'est que le NPS aujourd'hui. Ben, si j'ai un NPS de 50 ou de 60, ça veut dire que j'ai des clients fidèles et qui me recommandent. C'est assez facile, en prenant des choses comme ça, de compter combien nous rapporte la fidélité de nos clients. Donc, la mauvaise qualité de management, le manque de compétences, plusieurs clients trop peu installés, une technologie obsolète ou inadéquate, tout ça, ça a des coûts. Mais simplement, l'erreur des plans comptables d'aujourd'hui, d'hier, c'est qu'on calculait des charges ou qu'on calculait du chiffre d'affaires, mais on ne calculait pas les charges qu'on avait en trop ou le chiffre d'affaires qu'on aurait pu faire si on avait été meilleur. Je vais prendre un autre exemple parce que je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs d'avoir des exemples. L'autre jour, pour une entreprise, on avait isolé son recours au CDD. Et les recours qu'elle faisait au CDD, il y avait plusieurs causes. Et on avait pu isoler les CDD auxquels elle recourait parce qu'il y avait des absences soudaines. Ce n'était pas des absences parce qu'il y avait un congé, qu'on pouvait anticiper les personnes, il fallait les remplacer. Ce n'était pas une absence parce qu'il y a un congé maternité ou ce genre de choses. C'était des absences soudaines et qu'il fallait remplacer par quelqu'un pendant 2-3 jours. Hein, et donc, on a pu isoler parmi tous ces contrats à durée déterminée ceux qui étaient quand même très liés à une qualité de management largement perfectible. En France, quand vous prenez des CDD, vous avez une surcharge de salaire qui est une taxe qu'impose l'État pour ce qu'on appelle une prime de précarité. C'est-à-dire que quand vous prenez un employé en contrat à durée déterminée, le taux horaire est surévalué puisque vous le prenez à contrat à durée déterminée. Ça, c'est la loi française. Les entreprises en France, elles disent, bon, ben, j'ai tant de CDD. Mais elles ne calculent pas combien elles ont payé de primes de précarité et combien elles auraient pu économiser de primes de précarité si elles avaient augmenté la qualité managériale.
On a fait l'exercice pour cette entreprise, qui est une grosse entreprise qui fait du nettoyage dans les magasins, dans les usines, dans les hôtels, partout. Dans toutes les activités où il faut faire du ménage, elles sont là. Cette entreprise, on a calculé qu'elle pouvait économiser par une amélioration de la qualité managériale 4 millions d'euros de prime de précarité. Son résultat annuel à date est de 12 millions. Mais elle n'avait jamais vu, elle n'avait jamais calculé, parce que c'était un coût caché, elle n'avait jamais calculé ce coût de la précarité lié à un management de non-qualité. Ben, je peux vous dire que ça a été un peu une bombinette, ce qui fait que maintenant les managers sont intéressés à avoir moins recours à des CDD parce qu'ils améliorent leur qualité managériale. Donc on mesure pour tous les managers ben, combien tu as de CDD par rapport à tes contrats à durée indéterminée, quelle qualité de management tu mets en œuvre pour ne pas avoir recours et ne pas que ton entreprise ne soit pas en permanence sujette à des absences soudaines parce que ton management provoque ces absences. Voilà un très bon exemple de coût caché. Hein. J'en ai pris un sur le chiffre d'affaires et j'en ai pris un sur les charges de personnel. Et la méthode des coûts cachés, c'est simplement d'aller regarder ces coûts-là qu'on ne regarde jamais, d'oser les calculer. C'est pas de la comptabilité à l'euro près, c'est de l'estimation. Mais c'est de l'estimation qui est suffisamment marquante pour qu'on puisse dimensionner, parce que tout à l'heure, c'était dit, convaincre un actionnaire qu'on va passer à 2 jours de repos consécutifs, si on ne lui montre pas que cette augmentation de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, justement, avec la méthode des coûts cachés, on peut lui montrer que ça va diminuer le turnover. Et si on lui chiffre le coût du turnover et qu'on s'engage à le réduire, ben à ce moment-là, l'actionnaire va beaucoup plus être enclin à accepter ces investissements. Mais c'est pareil sur la formation. Former des gens, ça coûte cher, hein, de leur donner des compétences, de les faire évoluer. Mais j'entendais tout à l'heure un exemple en disant on a des gens qui sont très fidèles, qui sont là depuis 10 ans. Et ça vaut de l'or, ça rapporte. Hein, donc, c'est de mettre en face des charges, par exemple, de formation, ce que rapporte le fait d'avoir des collaborateurs compétents, donc des clients satisfaits, et des collaborateurs fidèles, et donc pas de frais de recrutement. Et souvent, on ne calcule pas tous ces coûts-là. Donc la méthode des coûts cachés, ce n'est pas une méthode nouvelle, c'est documenté depuis plus de 50 ans. Simplement, les entreprises qui étaient prises dans d'autres mindsets ne regardaient pas les choses comme ça. On calculait son NPS, mais on ne calculait pas combien rapportait un point de NPS. On calculait son turnover, mais on ne disait pas combien me coûte un point de turnover. Voilà, c'est ça l'école cachée, donc c'est quelque chose d'assez simple. Il faut simplement s'y mettre. Il y a quelques méthodes derrière, je ne vais pas les expliquer là, mais nous, quand on veut mettre les entreprises sur ces rails-là, on leur fait un premier exercice pour leur faire quelques estimations qui leur montrent la méthode et qui leur permettent après d'en faire vraiment une méthode qui est transférée à leur contrôleur de gestion. Mais ce n'est pas compliqué, c'est quelque part du bon sens. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'est la symétrie d'attention, c'est du bon sens. Ben, les coûts cachés, c'est également du bon sens. Simplement, on a appris la règle à calculer. C'est simplement ça que je pouvais partager avec vous sur ce sujet-là. On pourrait déployer plus longtemps, mais je vois qu'elle retourne. Merci pour cette contribution. Beaucoup de questions qui te sont adressées, Jean-Jacques. Je vais essayer de les résumer au maximum. Et j'ai des dames et des messieurs qui ont intervenu. J'ai une première question qui est posée par notre président, c'est Hamid Bontahar. Comment mettre concrètement en place ce concept de la symétrie des attentions en quelques mots avant de rentrer plus tard dans les détails? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Tout à fait simplement. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 11 dimensions. Soit vous faites un baromètre, mais même si vous n'en faites pas, vous pouvez très bien, avec votre bon sens, dire tiens, dans mon entreprise, je pense que la coopération ne marche pas entre les services et entre les personnes. Ou je pense qu'on ne montre pas assez à nos clients et à nos collaborateurs qu'on les considère comme des êtres humains. Voilà, on peut simplement, il faut prendre quelques dimensions, il ne faut surtout pas vouloir s'attaquer aux 11 dimensions. Et quand on prend une dimension, il faut se dire ben, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour montrer à mes clients que je les considère davantage. Et il y a des actions concrètes. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement vis-à-vis de mes collaborateurs pour montrer que je les considère davantage? Nous, on a à peu près dans notre banque de données plus de 150 pratiques d'excellence pour couvrir les 11 dimensions. Donc, quand on a des clients qui ont choisi par le baromètre les 2 dimensions sur lesquelles ils vont faire un effort, ben, on leur montre des pratiques d'excellence pour les inspirer et pour qu'ils mettent en place des actions concrètes pour que, par exemple, les employés se sentent mieux considérés. Oui, et les clients aussi. Hein. Et l'avantage de le faire en symétrie, c'est qu'en fait, quand les collaborateurs sont plus considérés, ils considèrent davantage les clients.
Hein, donc, c'est comme toujours, hein, il y a un effet de cause à effet. Et quand on commence par les collaborateurs, ça rejaillit sur les clients. Mais il faut le faire des deux côtés. Donc, simplement, voilà comment il faut faire. Choisir ces dimensions et faire des choses concrètes. Ce n'est pas en parler, il faut le faire. Ahmed Naïm, qui est un expert en restauration, te remercie et trouve ton intervention et celle des différents panélistes vraiment excellent. Ça résume en tout une vraie feuille de route. Bon, tu as déjà répondu à une de ses premières questions, parce qu'il pose la question comment décliner cet exposé au profit des divers chefs de service et chefs de département et divers hôtels. D'accord, je me permettrai de donner un avant-goût à Ahmed Naïm par rapport à cet exposé, et qu'il donne comme objectif, c'est lutter contre le phénomène de cloisonnement et de conflits qui, hélas, sont répandus, battant en brèche la fameuse notion être client de son amont et fournisseur de son aval. Merci, Si Ahmed Naïm, d'être toujours fidèle à nos webinaires. Madame Nouriana Nadif se dit pourquoi le secteur de l'hôtellerie ne s'ouvre-t-il pas davantage à la psychologie pour faire bénéficier les experts des retours data des clients afin d'optimiser la qualité des services et améliorer leur expérience. As-tu une réponse à cela, Jean-Jacques? Moi, je trouve, si on prend, je ne suis pas forcément de cet avis, j'en suis désolé, mais parce que je trouve que je vais envoyer un message, parce qu'on m'attend sur une autre réunion, excusez-moi, j'envoie un message pour dire que je suis un peu en retard. Excusez-moi, je réponds par politesse pour les autres. S'il y a un des intervenants qui souhaite par rapport à ce phénomène, tiens, non, mais je peux répondre. Oui. Je peux répondre. Au travers de ce qu'on a entendu ce soir et au travers de mon expérience, parce que moi j'ai l'avantage, je suis un ancien hôtelier et fier de l'être, mais je travaille aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. On a eu des témoignages ce soir de professionnels dont on voit qu'ils sont en avance. Il ne faut pas penser que pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ce soir qui nous permet de dire que le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration serait en retard de ce point de vue-là par rapport à d'autres secteurs. C'est même pas du tout mon point de vue, parce que il y a quand même une réalité. Pourquoi est-ce que les personnes qui voulaient installer des cultures de service dans leur entreprise sont venues voir un hôtelier, ce que j'étais à l'époque, hein? Parce qu'ils se sont bien rendus compte que dans l'hôtellerie, nativement, de par le fait qu'on fait ce métier pas par hasard, on fait ce métier parce qu'on aime servir et on aime recevoir, eh ben, qu'on avait développé dans ces métiers une attention aux autres qu'ils aimeraient bien installer dans leur métier d'industriel ou de commerçant pur. Donc non, il ne faut surtout pas penser, il y a encore du travail à faire dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme comme partout, mais il ne faudrait surtout pas aborder ces sujets-là auprès de vos communautés, j'ai envie de dire, en laissant penser qu'ils font moins bien que les autres. Non, non, ce n'est surtout pas mon point de vue. Je vais interpeller la Kautsar ou la Dunia par rapport à leur groupe, justement, que ce soit le groupe Hilton ou le groupe Collection Royal Mansour. Est-ce que vous faites appel à des psychologues dans votre processus un petit peu? Non. Alors, Kautsar, tu veux commencer? Oui. Nous, c'est notre approche, en fait. On a ce qu'on appelle le Well-being Programme. On est conscient que, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas dissocier vie privée et vie pro, etc. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, on a mis en place, il y a pratiquement une année, des applications où les team members ou nos employés, ils ont accès à des prestations gratuites auprès des experts. Et ils ont 4 volets, en fait, que ce soit des questions sur le volet financier, sur le volet légal, sur le volet psychologique. Et donc là, à ce moment-là, ils ont un accès à des experts où ils vont faire des interventions, c'est-à-dire un suivi à travers des séances de psychologie où on va traiter, la personne va se confier, etc. Bien évidemment, en toute confidentialité. Et donc, justement, pour répondre à la question de la dame, nous, par contre, on fait ça, mais on n'a pas le retour, en fait, de ce qui se passe, parce qu'on le fait ça pour le team member, pour lui, pour que, voilà, il va venir, va dire, poser des questions, savoir demander de l'aide, demander de l'accompagnement, etc. Donc, on fait ça dans une crainte, on va dire, de well-being pour nos team members, mais pas pour avoir un retour, c'est-à-dire auprès de l'entreprise. On paye ça, c'est à titre gratuit pour tout le monde. Et c'est un abonnement qu'on le fait depuis, comme j'ai dit, depuis une année, mais voilà. Donc, il n'y a pas de... Ils ne partagent pas avec nous, en fait, les résultats. On le fait pour les employés. Dunia? Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais c'est très important. Nous, on a mis en place une direction excellence opérationnelle et RSE
au sein de la collection Royal Manso. Donc, dans chacun de nos établissements, nous avons une responsable excellence opérationnelle qui, elle, s'occupe de veiller à ce que tous les SOP, toutes les procédures soient bien respectées et mises en place, mais elle gère aussi tout ce qui est retour client. Donc, nous, on travaille en coordination avec Qualtrics. Et comme j'ai répondu donc à cette brave dame, effectivement, moi je trouve que c'est une bonne réflexion parce que quoi qu'il en soit, c'est une analyse comportementale, qu'il s'agisse du client ou du collaborateur, il y a une analyse comportementale derrière et donc l'aspect psychologique, il est de surcroît. Maintenant, effectivement, Qualtrics, ils mettent en place une sorte de segmentation psychographique en fait qui permettent de pouvoir analyser certaines choses avec certaines données. Maintenant, c'est vrai que c'est transparent pour nous. Nous, on a les données par rapport au retour des clients. Ils vont rassembler. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a l'émotion, il y a. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à quantifier, mais l'aspect psychologique, oui, pour moi, il est essentiel et il est présent partout. Ne serait-ce que nous, donc on est Leading Hotel of the World, et c'est vrai que dans nos rapports LQA, pareil, il y a ce facteur émotionnel. Et donc, ce facteur émotionnel, il est essentiel pour moi, en tous les cas, et pour beaucoup d'autres, qu'il soit analysé par une personne ayant effectivement cet aspect psychologique aussi en tête. Donc, pour moi, c'est une bonne question. Très bien. Alors, je te reviens, Jean-Jacques. Marie Pérez a une société dédiée à l'expérience client au Maroc avec un ensemble d'outils, et notamment ce qu'on appelle communément le client mystère. Est-ce que tu penses que la simple analyse du côté client est une stratégie utile et pérenne si on ne la combine pas avec l'analyse collaborateur? Ah, les clients mystères, oui, j'ai beaucoup connu ça quand j'étais dans le groupe Accor. C'est une technique qui permet de vérifier que les prestations sont bien délivrées. Après, ça dépend aussi de la façon dont c'est fait, parce que des clients mystères qui, d'abord, il faut être sûr qu'ils vont avoir une qualité de note qui correspond aux attentes qu'auraient les clients. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens. Avant, on faisait des clients mystères parce qu'on n'avait pas les outils de feedback qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les clients mystères, c'est nos clients. Nos clients, ils nous disent tous les jours ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut analyser les feedbacks de ces clients tous les jours. On peut même analyser, puisque c'est de la donnée publique, les feedbacks des clients de nos concurrents pour se comparer à eux. C'est de la donnée publique. Il suffit de savoir le faire grâce à l'IA. Hein, donc, je pense que les clients mystères, c'est quand même, pour moi, ça coûte cher, hein, parce que c'est des êtres humains qui viennent dans des hôtels faire des visites. Je pense que la technologie, là, ça rejoint un peu ce que disait Nabil tout à l'heure, ben, ça permet de faire des choses des fois qui coûtent moins cher, que là on n'a peut-être pas besoin des hommes pour faire ça. Peut-être que simplement le fait d'analyser avec l'IA ce que pensent et des émotions, parce qu'avec l'IA, on analyse les émotions hein, et d'une façon très, très fine. Donc, ce n'est pas ce que je recommanderais aujourd'hui. Sophia, on finit avec toi. Quels sont les leviers pour optimiser justement cette relation client-collaborateur? Bon, alors, beaucoup de choses ont été dites, donc je ne souhaite pas forcément me répéter, mais si je devais mettre en lumière certains points, bon, déjà, j'aimerais juste rebondir sur le turnover qui, selon moi, est essentiel. Et selon une étude, il peut aller jusqu'à 2 fois le salaire annuel brut. C'est important de mettre parfois des chiffres. C'est une étude, pas la nôtre, mais celle de Gallup de 2021, donc relativement récente. Et c'est vrai que quand on a les chiffres, comme le disait Jean-Jacques Gressier, ça nous aide à prendre des initiatives et sortir du concept philosophique de la marque employeur et de la symétrie des attentions. Donc ça, d'une part. Alors pour certains leviers, ça serait également de pouvoir mettre en place des enquêtes de satisfaction collaborateur. Pour les clients, ça se fait automatiquement aujourd'hui, pas forcément pour les restaurateurs d'ailleurs, s'il y en a parmi l'audience, donc les restaurants devraient aussi avoir des retours de leurs clients. Ça, c'est pour les clients, mais pour les collaborateurs, une enquête de satisfaction annuelle, à mon sens, est un levier important. Il y a d'ailleurs une autre étude de Gallup qui dit que les entreprises qui mettent en place cette enquête sont 23% plus rentables.
Donc, encore une fois, c'est les chiffres qui vont accompagner la réflexion du management en amont. Dernier point également, l'expérience collaborateur, ce n'est pas la responsabilité du département des ressources humaines uniquement. Les chefs de département sont également impliqués. Jean-Jacques Gressier l'a effectivement longuement souligné. Donc, il faut sensibiliser les chefs de département, prévoir également des formations à la conduite d'entretien, pour ce qui me concerne moi, pour le volet recrutement. Donc, comment passer un entretien, c'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà, donc il me semble qu'on a fait le tour. Et oui, dernier point qui me semble peut-être intéressant, c'est impliquer l'équipe marketing sur la campagne de recrutement. J'ai très peu vu des collaborations entre le marketing et les RH pour leur campagne de recrutement. Je pense que ça pourrait être intéressant à développer. C'est pour ça qu'on a créé un petit peu le marketing RH pour Tout essayer un à petit peu d'avancer et d'aller de l'avant. Tout à fait. Avant de remercier, voilà. d'abord, je remercie tous les intervenants d'avoir donné de leur temps. On a fait les 90 minutes plus 10 minutes, d'accord? Le sujet véritablement va être encore repris. Je vais faire le maximum pour également faire venir l'année prochaine Jean-Jacques Gressier en présentiel au Maroc pour lancer ce processus-là. Je remercie énormément l'audience qui nous a soutenus, qui est venue, qui est restée jusqu'à la fin, d'accord? Ne vous en faites pas, le cycle des webinaires continue. Nous avons un webinaire en décembre qui parlera de diversité, d'inclusion et de RSE, créer une culture d'entreprise équitable. En janvier, on voudra traiter le Employee Value Proposition pour attirer et fidéliser les talents dans le secteur du tourisme. Et en février, le développement durable et gestion de l'eau, les pratiques innovantes dans le tourisme. Nous avons commencé avec Sehamed Ben Tahar et avec son aimable permission, je lui redonne la parole pour clôturer ce webinaire. Non, merci. Merci aux intervenants. Vraiment, c'était très, très intéressant. C'est le début de, voilà, j'espère, une série de webinaires qui sera utile pour vous toutes et tous. N'hésitez pas à partager avec nous s'il y a des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde. La CNT est là pour vous accompagner, pour ensemble co-construire une industrie du voyage et de l'hospitalité plus résiliente, plus performante, plus durable. Et on est convaincu que cette durabilité va passer par notre capacité collectivement à engager, enchanter, et comme ça a été dit, d'abord nos collaborateurs qui, eux, vont s'occuper d'enchanter nos clients et les actionnaires de nos autres entreprises. Donc, merci pour tout ce que vous faites tous les jours, chacun à son niveau pour défendre l'hospitalité marocaine, la valoriser, la promouvoir, tout ce que vous faites pour rendre ce métier encore plus passionnant. Je sais que voilà, dans ce webinaire, il y a des gens qui, tous les jours, sont engagés au service des autres, pour prendre soin des autres, et ils le font merveilleusement bien. Il y en a d'autres qui le font, mais qui n'ont pas forcément accès aux différentes solutions, concepts qui existent. Donc, c'est un peu le rôle qu'on a pris au niveau de la CNT. Donc, tous ceux qui ont des idées, des suggestions pour rendre encore plus pertinents les prochains webinaires, vos suggestions sont les bienvenues. Et merci encore à toutes et à tous. Merci, Président. Merci à toute l'audience pour sa présence effective. Merci aux intervenants. Merci à notre keynote speaker. Merci au temps que vous nous avez réservé. Le rendez-vous est pris pour notre prochain webinaire, cycle de conférences by la CNT Academy, automne-hiver 2024-2025. À tantôt pour partager, pour co-construire, pour travailler, et tout ça pour le bien fondé, d'accord, de tourisme. Barakallah alaikum. Merci, c'est Sami, merci, c'est Hallaoui, c'est Ghalibi, c'est Abelkan, c'est Ali Dros, c'est Afrek, c'est Naïm, Amin, et toutes ces personnes qui nous ont rejoints et nous font le plaisir d'être fidèles à notre cycle de webinaires. على هذا أودعكم وعلى أمل لقاء بكم أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. أمسية سعيدة. Et merci également à Rita Sfiani qui a été véritablement formidable avec Yahya de CTD pour tout ce côté logistique et communication. Merci à vous tous. Merci Donia, merci Sophia, merci Kautsar, merci Jean-Jacques et merci Hamid, merci également Mustafa Amalik
et Mustafa Moufid et Ousmane Ibn Ghazala d'être toujours là. Ça fait chaud au cœur. À bientôt. Merci à Merci. toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Merci Mustafa. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.